à tous, chers amis, bienvenue sur la chaîne Twitch du Cercle Aristote pour le deuxième numéro de Télé la question. Vous connaissez maintenant le format, une fois par mois, 2 heures, toutes vos questions à un invité de marque. Et ce soir, cet invité est Pierre Gentillet. Bonsoir. Bonsoir Pierre, ça va bien ? Ça va. Merci beaucoup d'être Merci pour votre invitation. Ce soir, c'est un vrai honneur de vous avoir. Vous êtes avocat engagé, une figure aussi médiatique de la contestation du progressisme contemporain. On en reparlera sur ces clivages, la façon dont vous définissez les choses. Donc on a 2 heures à passer avec Pierre Gentillet et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Adressez-les-nous sur le chat et je me chargerai d'être votre porte-parole auprès de Pierre Gentillet. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne Twitch. Vous le savez, on a besoin de votre soutien. La liberté des idées n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, nous avons véritablement besoin de vous avoir dans cette aventure du Twitch, du Cercle Aristote, qui ne fait que grandir avec des contenus toujours plus nombreux et toujours plus suivis. On est maintenant plus de 100 000 sur les différents canaux du cercle, donc ce succès aussi vous doit beaucoup. Donc on va, comme traditionnellement maintenant dans cette émission, procéder en 3-4 parties. Une première partie dédiée à l'actualité, une seconde partie dédiée à votre parcours, Pierre. Enfin, approfondir quelques sujets sur lesquels vous vous êtes beaucoup exprimé, l'immigration, l'état de droit, et puis donc vos questions que vous pourrez poser à Pierre Gentillet. Alors, nous diffusons cette émission en direct le mercredi 18 janvier. Demain, jeudi, la France sera paralysée, les transports, les écoles, un certain nombre de secteurs stratégiques. La grève en raison de la réforme des retraites. Je salue au passage les aiguilleurs d'Orly, ils le comprendront. Comment vous voyez ça, Pierre ? Est-ce que dans le fond, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, est-ce que la France n'a pas quand même un petit problème avec le travail ? J'ai l'impression d'être sur une chaîne concurrente à CNews là. Non, parce que là en ce moment on nous passe, je vais le dire sur BFM TV, je vois des sujets absolument hallucinants on nous passe tout de suite les caricatures, c'est-à-dire vous savez le CGTiste qui veut la retraite à 50 ans, après on nous dit c'est formidable au Japon, ils prennent la retraite à 70 ans, je sais plus qu'est-ce qu'on a eu encore, enfin bon, on nous montre systématiquement les excès pour que finalement les gens qui regardent se disent au fond la France est raisonnable. Bon, écoutez, moi je vais peut-être vous décevoir, je pense que au regard d'autres enjeux, c'est un sujet politique, mais c'est un sujet politique secondaire. Alors évidemment, les gens qui sont dans le quotidien, les gens qui travaillent durement, ceux qui ont des professions, qui exercent des professions où l'espérance de vie est plus courte. Je pense notamment, j'ai vu un reportage sur les égoutiers à Paris, qui sont exposés, vous voyez, par exemple, à des substances toxiques qui font que ils ont une espérance de vie qui est plus basse, et donc forcément pour eux, quand on leur dit vous allez travailler 2 ans de plus, ça leur fait mal. Moi je le comprends. Mais c'est juste que chacun sa perception. Moi je pense qu'au regard d'autres enjeux migratoires, enjeux internationaux, la guerre en Ukraine, des enjeux aussi économiques, plus larges encore, je pense que c'est un sujet secondaire. Mais c'est un sujet politique, donc je ne vais pas l'esquiver complètement. Moi écoutez, j'ai 2 réflexions. La première réflexion, c'est que quand on regarde un petit peu le rapport du corps, le comité d'orientation des retraites, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en réalité, il n'y a pas d'urgence à cette réforme. Il n'y a pas d'urgence. Déjà parce qu'on a une réforme qui est en cours, c'est la réforme Touraine, qui avance progressivement et qui fait qu'en 2030, on partira à la retraite de toute façon à 64 ans. Si vous voulez, en fait, moi ce qui m'embête, c'est le véritable objectif de cette réforme. On ne le dit pas. Quel est-il ? L'objectif, c'est d'abonder les caisses de l'État. C'est ça. Parce que je vous dis, le système des retraites, mis à part le public, le système des retraites se finance plutôt bien. Effectivement, il y avait cette transition démographique avec les... Alors, il y a la génération boomer, effectivement, qui va passer. Il faut passer effectivement cette bosse. Et après,
voilà, il y aura peut-être un léger déficit, mais vous savez, le propre d'une retraite par répartition et non par capitalisation, c'est qu'on peut justement moduler avec les cotisations, bon, qui sont déjà relativement élevées. Hein. Les avocats en savent quelque chose. Je peux vous en parler. 70% de ce que je gagne va à l'État, ce qui fait que je suis, c'est une boutade que je dis régulièrement, je suis quasiment fonctionnaire, parce que 70% de ce que je gagne, je le donne à l'État. Je refais la parenthèse. Mais si vous voulez, si le but donc, ce n'est pas de rééquilibrer le régime des retraites, qu'est-ce que c'est alors ? Le but, c'est évidemment le gouvernement ne le dit pas, c'est d'abonder les caisses de l'État, d'un État qui est en déficit. Mais là, on entre sur un autre débat. Parce que, si vous voulez, à ce moment-là, si le but c'est d'abonder les caisses de l'État, mais passons la retraite à 75-80 ans. Ou, solution inverse, prélevons dans l'épargne. Vous voyez, je sais pas. Enfin, on n'est pas passé loin. Il y a un an, dans certains États l'ont fait. Par exemple, à Chypre, je crois, on a directement pris dans l'épargne des Chypriotes. Il me semble qu'au Liban, ils ont fait ça aussi. Il y a une faille dans la loi Sapin 2 qui permettrait éventument... Alors ça, je suis pas assez spécialiste pour vous parler de ça. Mais en tout cas, je dis pas qu'il faut faire ça, attention. Non, mais je vous dis, voilà, quel est l'objectif ? Et en fait, c'est là où il faut avoir une réflexion un peu plus macro. La réflexion macroéconomique, c'est de dire nous avons un État surendetté, mais pardonnez-moi, qui l'a endetté ? Qui l'a endetté ? Les mêmes qui nous font des leçons. Qui font des leçons en français en leur disant vous devez travailler plus. Ces gens-là ont contribué à la catastrophe et ils viennent donner des leçons d'économie qui, je l'ai rappelé, sont fausses s'agissant de la retraite. Et pour compenser leurs propres erreurs, les erreurs des choix économiques des politiques qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années, qui sont, un terme simplifiant, les libéraux, ou en tout cas les partisans de l'Union européenne, les progressistes, etc. Bruno Le Maire et compagnie. Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie depuis 2017 quand même, hein, et qui donne des leçons... 10 milliards de dettes supplémentaires. Voilà, exactement, qui après donne des leçons de compétences économiques à d'autres partis politiques. Donc si vous voulez, voilà. Et puis il faut quand même rappeler un petit point de détail, c'est que l'endettement la dette française s'est considérablement aggravée à cause du quoi qu'il en coûte, à cause des confinements, à cause des couvre-feux. Et ça, ce sont les choix politiques des gouvernants. Qui ont été aussi accompagnés par une majorité de Français silencieuse. Alors, par exemple, pendant on peut avoir une optique politique cynique. Oui. Je vois tout à fait dans quoi vous allez. Effectivement, il y a une majorité de Français... silencieuse, et donc effectivement qui a consenti par son silence effectivement aux politiques d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'est lui qui les a adoptés, pardon, excusez-moi, c'est ce gouvernement. Donc c'est logique que je vous dise aussi que ce gouvernement n'est pas apte, n'est pas légitime à donner des leçons aux Français en leur disant voilà, il faut travailler plus longtemps, parce qu'en réalité, travailler plus longtemps, c'est une manière de compenser les choix catastrophiques économiques que nous avons pris. Voilà. En somme, vous estimez que peut-être l'ampleur de la colère demain, elle reflètera plutôt le décalage entre ce qu'on espère de cette réforme, c'est-à-dire gagner quelques milliards par an, avec ce qu'on a fait par ailleurs de dépenses. Et le problème, c'est pas tant ce qu'on demande aux Français que qui leur demande. C'est ça. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les Français, c'est toujours la France active, accessoirement, qui paye. Qui paye de ses impôts, qui paye de son temps de travail, parce qu'effectivement, il y a des arguments on en reparlera peut-être après si vous voulez. Moi, je me considère pas comme étant de droite, mais je me considère certainement pas de gauche non plus. Mais je pense qu'il y a une certaine droite qui doit entendre aussi le fait que le travail, ça ne désigne pas la même réalité pour tout le monde. Et passer de 62 à 64 ans pour des gens qui travaillent dans des métiers pénibles, dans des métiers difficiles, ou même dans des métiers qui ne sont pas difficiles, mais qui sont pénibles. Simplement, si vous voulez, je vous donne un exemple. Moi, je suis heureux de mon travail. Je pense que je peux le dire globalement. Bon, il y a des jours, c'est des dossiers moins agréables, il y a des jours, c'est des dossiers plus agréables, mais je ne suis pas à plaindre. Je ne parle pas de ce que je gagne comme rémunération. Je vous parle de ce que je fais. Vous voyez, par exemple, je donne des cours à la faculté, c'est très mal payé, mais j'aime ce que je fais. Je pense qu'on peut aimer ce qu'on fait sans pour autant être payé des mille et des cents, si vous voulez. Mais il y a des gens qui font un travail qui n'est pas très bien payé ou qui est payé correctement, mais qu'ils n'aiment pas. D'accord ? Est-ce que c'est ça le seul horizon qu'on donne à l'homme ? Moi, je ne pense pas.
C'est une réflexion qui vient de la gauche, hein, je le consens. Et c'est pour ça que je suis sensible à cette idée que, voilà, 2 ans de plus, c'est quelque chose, surtout passé 60 ans. Et pardon, effectivement, de 62 à 64 ans, bah non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, surtout en plus, quand je vous l'ai dit après, on sait, à travers le rapport du corps que je vous ai cité, que ce n'est pas indispensable. Voilà. Sinon, à ce moment-là, mais si on écoute les libéraux, on va travailler jusqu'à quel âge ? 80 ans ? Je vous rappelle quand même, c'est ce que je voulais vous dire aussi, et c'est ça cet argument qu'on doit quand même aussi avoir en tête, c'est que 25% des gens, aujourd'hui, hein, ne prendront pas leur retraite parce qu'ils seront morts avant. D'accord ? Donc, il faut avoir ces données en tête. Il faut avoir ces données en tête. Est-ce que vous estimez, comme analyste politique, que... Commentateur. Disons commentateur, mais bon, c'est vrai que commentateur, c'est plus péjoratif. Ouais, mais bon, disons analyste. Si analyste ou commentateur informé et assidu, que cette mobilisation peut remporter le succès qu'elle espère. Je ne me lancerai dans aucun pronostic pour plusieurs raisons. Première raison, déjà, parce qu'on nous a annoncé une rentrée sociale en septembre dernier, tambour battant, nous disant il y avait toutes les conditions, hein, une inflation, un gouvernement qui est désavoué après des élections législatives qui n'ont pas donné de majorité pour le président de la République, le contexte énergétique qu'on voyait poindre déjà dès septembre, et finalement tout ça a couché d'une souris. Peut-être parce qu'il n'y a pas de médiation entre le peuple. C'est parce que la médiation, si, il y en a une, mais elle est délégitimée. La médiation, ce sont les syndicats. Le problème des syndicats, c'est que ils ont une attitude politique qui est suspecte, déjà parce qu'ils se mettent à dos toute une partie de la France en refusant, c'est le secrétaire général de la CGT, M. Martinez, qui disait ça encore il y a quelques jours, qu'il refusait de manifester de toute façon avec des personnalités du Rassemblement national, qui de toute manière, elles, ne vont pas participer, mais il y a quelques années, elles avaient essayé, elles avaient été chassées, je crois, des manifestations de la CGT, donc si vous voulez, il n'y a pas de convergence. Or, une majorité des ouvriers en France, des petites gens, si vous voulez, votent pour ce parti politique, votent pour un parti politique qui n'est pas de la gauche au sens traditionnel où on l'entend. Donc forcément, ce décalage, plus un fait évident, c'est que de moins en moins de personnes sont syndiquées. Donc en fait, ces syndicats représentent de moins en moins. Oui, c'est ça, c'est en dessous de 8% aujourd'hui. Donc en fait, je pense que le gouvernement ne les prend pas comme des interlocuteurs légitimes du milieu ouvrier, du milieu employé, des petites gens. Il les prend comme des courroies à travers lesquelles il va pouvoir légitimer, inventer un dialogue avec des représentants qui n'en sont pas en fait. Et une fois qu'il a un accord, il dit regardez, j'ai un accord avec les ouvriers, avec les employés, avec les gens du milieu salarié. Mais non, ces gens-là ne représentent pas. Donc il y a une crise de la représentation, c'est une banalité de le dire, et c'est pour ça que je ne sais pas ce que ces manifestations peuvent donner. Elles peuvent faire un flop comme ça peut réussir. Là, j'étais à Paris tout à l'heure. C'est vrai que j'ai vu que dans le quartier latin, ça tractait pas mal pour la réforme des retraites. Alors c'est un petit monde, le quartier latin quand même. C'est le monde étudiant, mais bon, on sait aussi que ces gens-là, ça compte dans les prescripteurs d'opinion aussi. Peut-être, mais voilà, je ne veux pas me lancer dans des pronostics là-dessus, mais en tout cas, il y a une tendance de fond, c'est la délégitimation de ces organismes de représentation que sont les syndicats. Et sans doute que l'appel à voter pour Emmanuel Macron, quelques mois avant de lancer l'appel à la grève générale, ou le silence pendant la crise sanitaire de ces syndicats n'a pas aidé. Autre pays, autre colère, le Brésil, puisque vous le savez, chers amis, une crise politique s'y joue depuis le 8 janvier, et l'assaut des institutions par des partisans de l'ancien président Bolsonaro qui accusent cette élection d'avoir été truquée, ou en tout cas qui accusent les États-Unis d'une ingérence. Alors, ce week-end, l'ancien ministre de la Justice, Anderson Torres, a été arrêté. L'ancien président Bolsonaro serait lui-même visé par des accusations de putsch. Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est une colère légitime ? Est-ce que c'est une dérive de ce que certains ont appelé l'extrême droite qui, après avoir pris le pouvoir, refuse de le rendre ? Alors, en préambule, déjà, je vais dire quelque chose, parce qu'on ne peut pas s'exprimer comme ça avec
je dirais, autant d'aisance. Enfin, je n'ai pas cette aisance justement pour m'exprimer sur tous les sujets. Le Brésil, c'est un sujet très compliqué. J'ai essayé de m'y intéresser. Je me suis intéressé en particulier à, je le prononce très mal, mais à Getúlio Vargas, qui est un ancien président brésilien du milieu du XXe siècle, il y a quelques années. Et en arrivant un petit peu justement dans l'Amérique latine, j'ai vu à quel point c'était compliqué. Donc je ne veux pas dresser de conclusions définitives et péremptoires sur le Brésil. La société brésilienne, c'est une société des plus complexes. Je pense que c'est la plus complexe d'Amérique latine. Oui, même en disant ça, je suis pas tout à fait serein, mais je pense. C'est une société multiethnique, c'est une société métissée, c'est une société, et ça s'est vu à l'élection présidentielle, vous avez des camps religieux véritablement, c'est une société ultra violente, vous avez des bandes armées, quasiment des armées en fait, sur le sol brésilien. Et effectivement, là, on a vu une manifestation de cette violence à travers ces événements qui rappellent fâcheusement, c'est vrai, ceux du Capitole aux États-Unis, souvenez-vous, où après la défaite de Donald Trump, des partisans de Donald Trump s'étaient introduits au Capitole. Bon, on a à peu près ce type d'événement. Alors, la colère est-elle fondée ? C'est une bonne question. Moi, je pense que toute colère est légitime. Maintenant, la question, c'est qui donne la légitimité ? Le regard que les Occidentaux, que les médias occidentaux, européens, américains, ont adopté s'agissant du Brésil. Moi, pour vous faire une confidence, j'étais le soir sur CNews quand on apprend cette histoire. Donc, on a fait quasiment toute l'émission là-dessus. Et donc, du coup, on a découvert au fur et à mesure ces images. Et si vous voulez, je voyais un petit peu les réactions dans la presse et ailleurs. Donc, le portrait était brossé à l'avance. C'est un coup d'État factieux, c'est quasiment si on nous annonçait qu'il y avait les généraux qui étaient de retour. Bon, moi ce que je veux dire, sans m'exprimer sur le fond, parce qu'encore une fois je pense que ce serait un peu hasardeux, c'est que je suis toujours assez perplexe des leçons de morale, des portraits qu'on peut dresser comme ça de manifestations, et à quel point certaines sont légitimes et d'autres ne le sont pas. Là, de quoi on parle ? On parle de gens qui manifestent parce qu'ils contestent le résultat du second tour de l'élection présidentielle qui a donné Lula victorieux. Ils considèrent pour une partie d'entre eux que ces résultats sont truqués. Ils vont donc manifester et s'introduire dans des lieux de pouvoir, et on va les nommer des factieux d'extrême droite. Je note, et ça je dis on, c'est pas moi, c'est la presse française au cas particulier par exemple. Je note que dans d'autres situations, on n'utilise pas le même vocable. En Ukraine, pour prendre un premier exemple, lors de la révolution orange, dans le milieu des années 2000, on a des manifestants qui contestent le second tour d'une élection présidentielle qui a amené au pouvoir un président qui était plutôt pro-russe, et cette révolution a abouti à son renversement. D'ailleurs, notez, on parle de révolution, et ces gens, ils manifestaient pour la liberté. Bon, si on traduit juridiquement, c'est les mêmes situations. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui contestent les résultats d'une élection présidentielle parce qu'ils considèrent que c'est truqué, sauf qu'il y en a une partie qui sont considérés comme étant des dangereux factieux d'extrême droite, et les autres, c'est des gens qui des rebelles épris de liberté, presque des résistants. Une forme de romantisme dans le traitement. Bien sûr. Je l'avais vu aussi pour les révolutions dans le nord de l'Afrique, au moment où ça s'était soulevé, notamment en Tunisie, ou même en Libye. En Libye, on parlait de rebelles. On parlait pas de factieux. Donc les résistants, c'est toujours un peu chez les autres. C'est-à-dire chez soi. C'est chez ceux. En tout cas, c'est un terme qu'on utilise. Voilà, les mots ont une charge morale, et je pense que c'est jamais innocent d'utiliser tel ou tel mot. La gauche est celle qui l'a le mieux compris, par exemple, s'agissant des migrants. Vous voyez, j'utilise le terme migrant. Regardez comme le mot a évolué. Et là, ils essaient d'en imposer un nouveau. Avant, on disait clandestin. Après, on dit clandestin illégaux, ce qui est accessoirement un terme assez étrange, parce qu'en fait, de base, un clandestin, il est en situation illégale. Après, on a utilisé le terme migrant, un peu comme les oiseaux migrateurs. C'est des gens qui arrivent, qui viennent, c'est quelque chose de naturel. Et puis, avant, il y avait immigré aussi, c'est un peu entre les deux. Et puis après, on a eu réfugiés. Parce qu'il y avait les crises au Moyen-Orient. Bon, accessoirement, tout ça, c'est un petit peu terminé, mais on dit toujours le terme réfugié, la crise des réfugiés. Puis là, aujourd'hui, on nous invente un autre mot, c'est exilé.
Alors, exilé, c'est encore plus intéressant dans l'étymologie, parce que l'exilé, c'est qui? C'est celui qui a fait l'objet d'une mesure d'exil. Ça, je vois beaucoup des députés de gauche qui l'utilisent, notamment le plus ridicule d'entre eux, qui est sans aucun doute Benjamin Lucas. Le terme exilé, ça fait référence à une vieille mesure qui remonte à très loin. Je pense même qu'on trouve ça dans le droit romain. C'est la mesure d'exil, c'est un bannissement d'État. Voilà. Vous êtes renvoyé vous êtes exilé de la cité. Je crois même que c'est grec. C'est la sanction suprême. Vous êtes exilé, vous n'avez plus de personnalité juridique, et vous êtes interdit de citer. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Mais vous voyez, c'est intéressant comme l'évolution des mots est là, en fait, pour conditionner, pour réveiller en nous certains affects. Et bien, effectivement, quand le Français moyen allume la télévision et qu'on lui dit il y a des rebelles à Maïdan, il y a ou des résistants rebelles, c'est pareil, c'est les rebelles, on est dans Star Wars, vous voyez, c'est ça, qui se soulèvent face à un pouvoir injuste et ils contestent les élections parce que les élections sont truquées. C'est autre chose que pour le Brésil, où on va dire deux dangereux factieux d'extrême droite se sont introduits dans les lieux de pouvoir et appellent à renverser la République. J'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Voilà, quoi. Accessoirement, on a parlé à un moment, je crois presque de coup d'État, tentative de coup d'État. Bon, il n'y avait aucun militant, aucun cadre de Bolsonaro, aucun ministre de Bolsonaro. Bolsonaro lui-même a désavoué les événements après. Il n'y avait pas de militaires. Je parlais de coup d'État, c'est un peu étrange aussi. C'était des gens qui étaient habillés de manière un peu folklorique aussi, énervés sans aucun doute, pas tellement armés, ou alors avec des barres de fer, il n'y avait pas d'armes lourdes. Je crois pas qu'on ait entendu parler de coups de feu, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas, je suis quasiment sûr. Donc vous voyez, la présentation de l'information est capitale. Et au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Et c'est là je reviens à Marotte, c'est le droit. C'est que la légalité d'un pouvoir, ou la légalité d'une cause quelconque, ne se fonde, n'a de solidité que si elle se fonde sur une légitimité. Et qui donne la légitimité? Qui sont les instances de légitimité aujourd'hui? Eh bien, ce sont les médias. Ce sont les médias, ce sont aussi les organisations internationales et les organisations financières. La légitimité est appuyée, même parfois inventée, par ces instances. Et c'est très important, parce qu'en fait, c'est la légitimité qui prime sur la légalité. Je cite quasiment Carl Schmitt là, en vous disant ça, mais un pouvoir où il y a une telle distorsion entre sa légalité et sa légitimité, il ne peut plus survivre. Voilà. C'est pour ça qu'on a des instances de délégitimation, qu'il faut les comprendre et parfois les combattre. D'où l'intérêt du combat culturel. Oui, du combat culturel, du combat médiatique. Le combat culturel, en fait, est avant même le combat médiatique, puisque justement, il le précède. C'est ce qui permet de mener efficacement le combat médiatique. Il y a aussi autre chose. C'est un peu différent, c'est le combat rhétorique aussi, parce que c'est un peu de l'idéalisme de penser que le combat médiatique, ce n'est au fond qu'un combat culturel un peu plus en action, un peu plus en amont, enfin en avant, pardon. Mais en réalité, il y a aussi de la rhétorique. Je ne sais pas si tout le monde doit lire L'art d'avoir raison de Schopenhauer, mais en tout cas, si on mène des combats, tout le monde ne le mène pas, hein, évidemment, à la télévision. Je ne peux pas juste arriver avec un bouquin, si vous voulez. Il faut aussi un peu de rhétorique. La rhétorique, c'est pas de la mauvaise foi. C'est la manière dialectique d'avancer efficacement ses idées et de convaincre. Puisqu'in fine, c'est la politique. Bien sûr. C'est de ça dont on parle. Et Schopenhauer, Cicéron sont des alliés précieux dans nos combats. Retour en France. Et Aristote, bien sûr. Retour en France, Pierre Gentillet, avec ces statistiques que l'INSEE publie sur la période allant du 1er septembre au 24 décembre 2022, une surmortalité de 10% dans la population française. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de décès, qui fait écho à un certain nombre d'actualités en Europe, aux États-Unis. Le Times titre qu'en Irlande, nous atteignons des pics de mortalité jamais vus depuis plusieurs années. Sur la BBC, on commence aussi un petit peu à en parler. C'est quoi, c'est le changement climatique? C'est une question de scientifique que vous me posez là. Donc, je vois pas ce qu'un juriste pourrait répondre à une question scientifique. Effectivement, il y a un pic de surmortalité. Enfin, il y a un pic de mortalité et donc une surmortalité par rapport à l'an passé. Je crois que cette mortalité est tout de même inférieure
à 2020. Alors 2020, on a eu le Elle est Covid. supérieure à 2020. En tout cas, selon les chiffres que j'ai, crois y elle avoir est vu supérieure à la même période, enfin le 10% est calculé par rapport à la période en 2019. D'accord, ok. Alors peut-être qu'elle est inférieure à 2020, Moi, je mais en tout cas pense, sur une période normale. par rapport à hors Covid, 2019, j'avais vu qu'effectivement, elle est supérieure. était plus élevée. Mm. Alors, effectivement, moi, j'ai lu comme vous sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup eu un contexte Covid, vaccin pendant 2 ans, et que cette surmortalité pourrait être due à des effets secondaires du vaccin. Écoutez, moi, je sais pas, mais en tout cas, ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'on puisse, en France, parler de ces sujets autrement que par du fact-checking de l'AFP. Voilà, c'est le rôle des scientifiques. Et je n'ai absolument aucune idée. Vous voyez, j'ai même pas, j'ai pas un élément là-dessus à vous fournir. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que j'aimerais, c'est que on puisse parler de ces questions sereinement, que les scientifiques puissent travailler sereinement. Moi, j'ai quand même en tête c'est quand même une bombe cette histoire, mais le papier du Lancet, souvenez-vous, sur l'hydroxychloroquine, qui avait été publié, puis retiré, ce qui est exceptionnel. Et malgré ça, l'hydroxychloroquine était resté comme étant un produit dangereux qu'on ne pouvait pas prescrire, enfin, voilà, pour lequel il y avait je crois que c'était un décret d'Agnès Buzyn, ou une circulaire, je ne sais plus. Janvier 2020. Effectivement, voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je voudrais simplement, c'est que aujourd'hui, la science ne soit plus prise en otage comme elle l'a été. Je pense que ça a été trop passionné, il faut dépassionner ce sujet-là. C'est pour ça que l'idéologie mais évidemment. pris en otage jusqu'à la science. Non, c'est pas l'idéologie, c'est 2 choses. C'est l'idéologie, oui, un peu, mais ce sont aussi les intérêts. Les intérêts privés, les intérêts financiers, les intérêts des laboratoires. Je veux dire, enfin, pardon, et puis on peut parler aussi des cabinets de conseil comme McKinsey, on peut parler de Pfizer. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire que il faut qu'on attende 2 ans après pour se rendre compte du scandale. C'est-à-dire qu'en fait, Pfizer savait dès le début, enfin, non, attendez, c'est bien ce que j'ai eu ici, il savait que le vaccin n'avait pas d'efficacité sur la circulation. Non, c'est pire encore, ils n'avaient pas fait les tests. Ils n'avaient pas fait les tests. Donc c'est assez extraordinaire. Alors que c'est ce qui a fondé le pass sanitaire et le pass vaccinal. On nous disait vaccinez-vous, protégez les autres. Là, curieusement, ce slogan-là, on l'a plus. Hein. Ils n'osent pas nous le refaire. Donc voilà. Donc si vous voulez, moi, en définitive, sur ces sujets-là, je ne sais pas si la surmortalité est due à, je sais pas moi, à un été trop chaud, ou à des effets secondaires, ou à une invasion de sauterelles. Ce que j'aimerais simplement, c'est qu'on puisse parler de ces sujets-là sereinement, que les scientifiques travaillent et qu'ils soient plus sous les pressions politiques, financières et de fact-checking divers et variés. Voilà. Par des journalistes de l'AFP qu'on retrouve souvent au service sport d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, je dois le dire. Une autre actualité tragique, cette attaque qui a eu lieu à la gare du Nord le 11 janvier, blessant grièvement une personne et 7 autres de façon plus légère. Un homme qui s'introduit dans la gare du Nord avec un crochet métallique qui passe à l'action. Alors à ce jour, son identité n'a pas été formellement établie puisqu'il est connu sous différentes et on sait qu'il faisait l'objet d'une OQTF, je crois. Mais il faisait même l'objet de 2 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Est-ce que les lanceurs d'alerte dont vous faites partie sur ce sujet ne se sentent pas un peu comme Sisyphe avec son rocher? C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve toujours dans la même situation et toujours à faire les mêmes constats. Et pourtant, rien ne change. Si vous préférez, même si c'est pas très élogieux, je préférerais Cassandre, parce que c'est plus approprié ici. Ou dire qu'effectivement, on sonne le tocsin, et en réalité, on est quand même entendu, mais on n'est pas entendu par les bonnes personnes. La majorité des Français ont un avis sur l'immigration qui est assez proche du mien. En tout cas, il n'y a pas de conséquences. Mais il n'y a pas de conséquences, ça ne traduit pas politique. Et là, on entre dans le sujet. C'est pourquoi plus de 9 OQTF, obligation de quitter le territoire français sur 10, ne sont pas exécutés. Pourquoi est-ce qu'on a successivement des ministres de l'Intérieur qui arrivent et qui nous disent qu'ils vont faire quelque chose, et finalement le temps coule, le temps passe. Et voyez, ce qui est arrivé à Gare du Nord, pardonnez-moi cette boutade, c'est presque une nouvelle Lola. C'est pas aussi tragique, c'est pas aussi monstrueux, mais c'est quelqu'un qui était sur le sol français qui n'aurait pas dû l'être. Et pourquoi est-ce qu'il était sur le sol français ? Parce que l'État a été défaillant. Et il est défaillant pour, je l'ai dit,
plus de 9 OQTF sur 10. Pourquoi ? Pour des raisons juridiques, pour des raisons politiques, pour des raisons diplomatiques. Des raisons diplomatiques parce que nous savons bien qu'en particulier sur les pays d'Afrique du Nord, nous avons des difficultés parce qu'on ne veut pas engager le bras de fer, et ça ramène à un sujet politique. Je discutais de ça avec un ancien ambassadeur de France en Algérie qui m'expliquait que en fait, les élites françaises, une partie des élites françaises sont complètement complexées vis-à-vis de l'Algérie, et elles n'osent pas aller dans le bras de fer. Et avec la crise énergétique, ça ne va pas. Avec la crise énergétique en plus, effectivement, comme on essaie de trouver d'autres partenaires pour le gaz, l'Algérie, effectivement, est un pays qui produit pas mal de gaz. On importait déjà du gaz de l'Algérie, d'ailleurs, accessoirement. Et ben, effectivement, le bras de fer est plus compliqué. Et puis, il y a aussi un sujet juridique, c'est-à-dire qu'en fait, énormément d'expulsions sont bloquées, on en parlera si vous voulez après, mais par pléthore de droits individuels qui viennent à la fois du droit français et à la fois du droit de la CEDH, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme, ou aussi Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour qui met en application le texte, et notamment le droit de mener une vie familiale, normale. C'est ce qui avait, dans un premier temps, bloqué, souvenez-vous, l'expulsion de l'imam Iqwissem. Donc, c'est un sac de nœuds, mais où en réalité, il n'y a pas la volonté politique. Et je pense qu'en fait, le nerf du problème, il est là. On peut parler autant qu'on veut. S'il n'y a pas la volonté politique concrète, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, ça fait quand même 30-40 ans que cette histoire dure. Là. Aujourd'hui, ça atteint des proportions dramatiques, mais il faut voir le temps long. Je dis 30-40 ans, mais plus de 40 ans, en fait. Et il faut bien analyser les causes à ça. Et ce qu'il faut, c'est que les gens... Je pense pas les gens qui nous regardent, parce que je connais le cercle Aristote, je connais le travail de Pierre-Yves Géron, je visualise un petit peu les gens aussi qui regardent ces vidéos. Donc je sais que c'est des gens... Je vais reprendre un terme, c'est pas de moi, ces gens font partie du peuple politique. C'est des gens qui parlent politique, qui peuvent parler politique à Noël avec la famille, qui aiment parler politique, qui sont sans doute politisés. Donc en fait, si vous voulez, je dis pas que je parle pour rien, là. C'est plus, on est entre nous, on essaie d'affiner des arguments, même s'il y a des gens qui vont venir et qui vont tomber sur cette vidéo par hasard. Mais je pense que, vous voyez, c'est ça, il y a un peuple politique, mais il faut aller au-delà, parce qu'en fait, c'est pas juste le peuple politique qui vote. C'est la majorité, enfin c'est plus que ça, c'est le pays entier. Alors 75% des gens qui votent à l'élection présidentielle. On est un peu en vase clos, dans des boucles cognitives, on se renforce tous un peu entre nous parce que on est avec des gens qui nous suivent, mais c'est pas mal, faut pas trop s'auto-flageller. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez, je pense qu'il y a deux utilités à ce qu'on fait, à ce que vous faites. Premièrement, c'est mener combat culturel, c'est-à-dire fournir des arguments. Moi, je me nourris, par exemple, pour les arguments que j'ai à la télévision, parce que moi, par exemple, là, par contre, quand je passe effectivement à la télévision, c'est peut-être un petit peu plus large. Peut-être effectivement un peu plus large, c'est-à-dire qu'on va toucher des gens. Oui, par exemple, parfois, moi, je vais à la salle de sport, il y a CNews. Bon, bah voilà. Oui, ces gens n'ont pas comme spécialement ça, par hasard, CNews, exactement, mais... ou c'est dans le salon, et puis c'est à Noël ou autre, et puis il y en a un qui regarde ça, qui voit, il dit ah tiens, ça fait tilt. Faut bien se rendre compte d'une chose, et ça, c'était l'effet vase clos, c'est que nous discutons politique. Beaucoup plus que la majorité des Français. Et du coup, notre perception, notre rapport aux politiques, notre rapport au vote n'est absolument pas le même. Absolument pas le même. Pour la majorité des Français, c'est une fois par semaine, la radio, écouter vite fait, d'une oreille distraite, le premier sujet du 20h, ça c'est surtout pour, en province et plus pour les personnes un peu plus âgées, 50-60 ans. Parce que certains politologues ont appelé même la sécession silencieuse, c'est-à-dire... Oui, alors il y a un peu de ça, parce que attention, parce que sécession c'est un acte positif. Quand on fait sécession, justement, c'est un acte politique. C'est un peu comme l'abstention. En fait, l'abstention, ça peut aussi être en fait un acte politique. Parfois, il y a des votes qui sont des votes non politiques. Vous voyez, par exemple, je pense que le vote Macron, c'est un vote essentiellement non politique. On pourra y revenir si vous voulez. Mais il faut amener les gens à la politique. Voilà. Et pour les amener à la politique, alors le travail qui est fait là, c'est un travail entre guillemets. C'est à la fois vis-à-vis des gens qui font partie du peuple politique, et en même temps aussi, donc pour les arguments, pour essayer d'éclairer, parce que tout le monde s'informe pas et s'intéresse pas autant au sujet. Pas le temps forcément. Oui, par exemple, moi je m'intéresse pas autant et j'ai pas l'acuité de Pierre-Yves Géron sur tous les sujets de politique internationale. Voilà. Ensuite, chacun ses ordres. Moi, c'est plutôt les sujets juridiques, politiques, etc.
mais ça nous donne de la matière aussi contre, et il faut quand même revenir à ça, contre nos adversaires. Parce qu'il y a quand même l'ennemi. Moi, je dis l'ennemi, hein, je suis pas... il y a l'ennemi. Et sur contre cette complètement, moi, je suis complètement fait en partie fait de ça. Et qui dit ennemi, dit arme. Et il faut être bien armé. Parce que l'ennemi est redoutable. Voilà. Et effectivement, la gauche peut-être a su le faire. Elle a su le faire au milieu du XXe siècle. Alors elle le fait, mais l'ironie, la suprémabilité de la gauche, je vais peut-être paraphraser la phrase, vous savez, sur le diable, la suprémabilité du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, la suprémabilité de la gauche, c'est de nous faire croire qu'elle ne dirige pas, qu'elle ne gagne pas. Mais en réalité, je mets les questions économiques et encore que, parce que on pourrait parler du poids de la dépense publique, je vais faire mon chat-le-garde de 2 petites secondes, du poids de la dépense publique en France, dans le PIB, mais en tout cas culturellement, la gauche dirige. J'entendais la ministre de la Culture là, il y a quelques jours qui disait que son objectif principal c'était de lutter contre le Rassemblement national. Vous écoutez Pape Ndiaye, enfin, je veux dire, vous voyez un peu ce que fait Pape Ndiaye au niveau de l'éducation nationale, vous comprenez que culturellement, alors jamais assez à gauche pour la gauche de la gauche, c'est la gauche qui dirige là-dessus, sur ces sujets-là, et la pire gauche, la pire des gauches, vraiment. Sans qu'elle n'apparaisse, elle avance masquée, et ça la rend effectivement. Mais c'est toujours plus facile de faire croire. Alors il y a toujours, faut rendre justice, il y a toujours une gauche radicale qui est hors de tout ça. Mais elle, c'est complètement autre chose. Là, c'est la gauche de Mélenchon. Qui sert d'ailleurs par ses excès le discours prétendument raisonnable de cette gauche macroniste que vous décrivez. Oui, en un sens, peut-être effectivement en un sens. Puis il y a aussi une galaxie intellectuelle. Vous savez, c'est là où on disait tout à l'heure qu'on était un peu auto-centré en vase clos. Et il y a une gauche intellectuelle. Alors elle est en perte de vitesse, c'est vrai. Elle était en perte de vitesse dans les années 90-2000. C'est devenu un peu à la mode d'être de droite. Je sais pas si c'est à la mode, en tout cas d'être anticonformiste, ça le devient, oui, ça c'est sûr. Je sais pas si Est-ce que c'est pas justement une forme de nouveau conformisme, c'est-à-dire une pensée dominante qui en a remplacé une autre en réalité? Je sais pas, franchement je sais pas. Je pense qu'il y a eu vraiment, mais dans les années 60-70, une hégémonie culturelle de la gauche dont elle a su tirer les fruits 20 ans après, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. En fait, l'arrivée de Mitterrand, ce n'est que la consécration de ce qui s'est levé en mai 68. Dans les années 60, en fait, et en mai 68. Mais aujourd'hui, sur le plan intellectuel, à gauche, ça s'est beaucoup réduit, ça commence un petit peu... C'est pour ça qu'il faut s'intéresser, c'est pour ça que je vous dis, il faut s'intéresser. L'ennemi ne s'intéresse pas à nous. Ça, je l'ai vu, parce que je m'intéresse à l'ennemi, moi aussi. L'ennemi ne s'intéresse pas à nous, mais je pense que nous, on peut essayer de s'intéresser à l'ennemi. Vous voyez, à gauche, il y a des gens qu'il faut écouter pour comprendre un petit peu aussi comment est-ce que la gauche radicale se nourrit. Je parle de la gauche radicale, hein, je parle pas des sociolibéraux, ça pense rien, ça pense rien du tout. C'est dans le vent, c'est dans le flux, ils dirigent. Mais voilà, il y a quand même des gens comme Bégodeau, ou comme Lordon, ou comme Rancière, qui sont des gens qui intellectuellement, enfin, je dis ça de manière un peu présomptueuse, mais je pense ont tout à fait le niveau, quoi. Et vous sentez parfois des convergences? C'est vrai que quand on écoute par exemple un François Bégodeau sur la question de la foi, on peut se surprendre de le savoir si... Ça c'est littéraire qui parle pour François Bégodeau. Des convergences, écoutez... Il y en a eu par exemple pendant la crise sanitaire. Oui, moi par exemple, je me suis... ça on pourra en parler si vous voulez, mais moi je suis tombé d'accord à un moment, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour les raisons qu'on imagine. On y reviendra peut-être après. Mais par exemple, sur la question du pass sanitaire, pass vaccinal, sur toutes les mesures liberticides, je crois que ça s'est vu, je suis toujours farouchement opposé à ça. Mais pas pour les mêmes raisons. Quelqu'un, par exemple, que je respecte tout à fait, parce qu'il a l'honnêteté de son discours, même s'il s'est un peu radicalisé, il force un peu le trait, mais bon, très bien, c'est Mathieu Slama. J'étais une fois d'ailleurs avec lui en plateau, et puis je voyais un petit peu ce qu'il faisait, et comme moi, il était opposé. Sauf que Mathieu Slama est un républicain, au sens où on l'entend à gauche. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas républicain, je suis un factieux, un fasciste. Au sens de Troisième République. Voilà, même lui, je pense qu'il irait plutôt Première République. Vous voyez. C'est quelqu'un qui croit en l'état de droit, alors que moi, je ne crois pas en l'état de droit. Et d'ailleurs, en fait, ma lecture, et parfois les gens, je l'ai vu dans les commentaires sur Twitter, vous voyez, ont un peu de mal à comprendre ça, mais moi, ma lecture depuis le début,
sur le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est qu'en fait, ça a révélé que l'état de droit, c'est-à-dire la préservation de nos libertés fondamentales au-dessus de tout, y compris en période exceptionnelle, hein, c'est censé être ça, l'état de droit, hein, y compris en période exceptionnelle, en fait, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. La seule chose qui existe, c'est le politique. Et le politique a fait plier le droit. Sauf qu'on vit dans une hypocrisie. On nous dit, vous êtes en état de droit. Non, on n'est pas dans un état de droit. Je pourrais y revenir après. On est dans un état de droit philosophiquement, pas économiquement, mais philosophiquement plutôt libéral. Voilà. Et c'est les libéraux qui appelle l'état de droit, ce serait donc une sorte de sublimation du rapport de force. Si vous voulez qu'on aille là-dedans, vous voulez qu'on en parle tout de suite? On peut en parler un peu après, mais parlons-en tout de suite. Comme vous voulez. Ouais, parlons-en tout de suite, on est dessus, donc parlons-en. Si vous voulez, on y reviendra peut-être, mais comment... Écoutez, pour aborder ce sujet, je pense qu'il faut bien comprendre une chose. Déjà, la majorité des gens je veux pas passer pour présomptueux, hein, mais je l'ai vu parce que je l'enseigne, en fait, tout simplement en faculté de droit. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est l'état de droit. Déjà, ils confondent l'état de droit et la démocratie. Première confusion. Deuxième confusion, ils confondent l'état de droit avec le respect des libertés et des droits fondamentaux. Au pluriel, ça fait toujours fondamentaux, je le précise. Le masculin l'emporte encore. En réalité, qu'est-ce que c'est l'état de droit? L'état de droit, c'est simplement de dire que le juridique commande en toutes circonstances le politique. Et qu'il y a des droits, des libertés, qui sont au-dessus de la volonté du politique, en toutes circonstances. C'est ce qui fait, par exemple, vous voyez, que les lois enferment les politiques, et que nous avons aussi, alors bien au-delà des lois, parce qu'en fait les lois sont faites par les hommes, mais que nous avons par exemple des droits constitutionnels qui s'imposent aux politiques. Par exemple... Ils sont assez récents, c'est quoi? C'est le milieu du XXe siècle? C'est après la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu plusieurs temps. Ouais. L'état de droit, en fait... Enfin, sur le constitutionnalisme, en tout cas. Sur le constitutionnalisme, il y a vraiment un essor, effectivement, milieu du XXe siècle en France. C'est en particulier à partir d'une décision célèbre, 1971, du Conseil constitutionnel, dite Liberté Association, du 16 juillet. C'était Simone de Beauvoir ou quelque chose? Non, non, pas du tout. Ah non, vous confondez avec une autre décision. Ah, la libre pensée, pardon. Vous confondez avec autre chose. Ouais. En fait... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette vision-là, on fait primer quelque chose qui est de l'ordre constitutionnel, des droits et libertés. Vous voyez, par exemple, c'est l'affaire typique que je sors à chaque fois. Mais l'affaire Cédric Herrou, peut-être que vous vous souvenez de ça, c'est un peu l'exemple typique pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et quelles sont les limites de l'état de droit. Et j'ai eu ce débat avec Mathieu Slama, d'ailleurs, je crois, pas sur l'affaire Cédric Herrou, mais sur le fond du sujet. Cédric Herrou était un passeur de migrants, faussement agriculteur, qui fait passer des migrants sur le sol français. Enfin, qui héberge, il faut être précis. Et l'hébergement de ces personnes en situation irrégulière était un délit. Par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, en 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité de cette loi à la Constitution. Et nous, si vous voulez, dans notre système juridique, il y a une pyramide, il y a plusieurs niveaux. Il y a les décrets, il y a les lois, pour faire simple, il y a les traités, traités internationaux, il y a la Constitution et ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel a estimé, au regard d'un principe qui n'existait pas avant, qui s'appelle le principe de fraternité, dégagé pour l'occasion. Alors dégagé, c'est un terme poli en droit pour ne pas écrire inventé, ou déduire. Alors que moi, je crois beaucoup plus à l'induction qu'à la déduction, mais je pourrais y revenir après si vous voulez, a déduit qu'il existait un principe de fraternité, et donc, alors non écrit, et donc, qui devait censurer cette loi, et donc, cette loi n'est plus en vigueur aujourd'hui. Ça, c'est une démonstration typique du raisonnement de l'état de droit. Ici, dans cette vision-là, la loi qui est votée par le peuple, si demain vous avez, par exemple, demain il y a une loi qui décide de revenir là-dessus, de dire voilà, on appelle la loi Herrou, la loi anti-Herrou, et cette loi elle est adoptée à la majorité de l'Assemblée nationale, la majorité du Sénat. Eh bien, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire 9 juges non élus, imposeront leur vision à cette loi aux parlementaires qui sont des représentants du peuple. Et donc, ça s'imposera. Et donc, vous voyez, vous avez une opposition entre le politique et le juridique. Et c'est là où, en fait... Vous avez un côté un peu robespierriste, Pierre Gentil, en disant... Non. Au fond, les juges ne peuvent être que la bouche de la loi. Ça, c'est Beccaria. C'est plutôt Beccaria. Mais Robespierre avait aussi cette vision... Mais vous voulez dire, pardon, le mot de jurisprudence. Absolument. Moi, je vais pas si loin. C'est pas ça. Non, moi, je suis pas contre la jurisprudence.
je suis contre le fait que les juges soient au-dessus du peuple. C'est tout à fait différent. Moi, je veux pas supprimer, bien sûr, je veux pas supprimer la Cour de cassation, je veux pas supprimer le Conseil d'État, l'ordre administratif, l'ordre judiciaire. Ce que je dis simplement, c'est que, à moins de préjugés, et je pense que c'est ça ce qu'il y a au fond dans l'abcès à crever véritablement, c'est celui-là, c'est qu'il y a une croyance que le peuple, un peu dans la vision, vous savez, de Psychologie des foules de Gustave Le Bon, que le peuple est par nature un être déraisonnable, alors que je pense au contraire qu'il est un être, non pas raisonnable, mais conservateur. Et ces instincts conservateurs, une partie des libéraux, dont Mathieu Slama, même s'il ne se définit pas comme ça, mais sur un plan philosophique, ou d'autres, je vais citer plus haut un des professeurs comme le professeur Rousseau, qui est un professeur apparien, ancien professeur apparien, pense qu'effectivement, en toutes circonstances, le droit doit s'imposer sur la volonté politique. Ici, volonté politique, attention, les gens entendent volonté politique, ils disent volonté du président, ils disent c'est une dictature. Non, moi quand je pense volonté politique, je pense volonté politique des élus du peuple. Et des élus du peuple, alors peut-être derrière avec un mandat révocatoire, mais qu'est-ce que c'est un politique au départ ? Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus, on pense plus à ça, mais c'est un mandataire, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui, plutôt pour moi, qui incarne le peuple. Donc c'est sa volonté en mouvement, en chair presque dirais-je. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on imposerait des lois au-dessus de la loi que le peuple veut se donner demain. On peut vous dire que, c'est le traditionnel argument de vos opposants, que la démocratie a fait Hitler. Alors c'est faux, parce qu'en l'occurrence Hitler n'a pas été élu par le peuple, il a été choisi par Hindenburg. En plébiscité quand même suite à... Il y avait une... Ah mais non, il a été... C'est Hindenburg significative, notamment des femmes allemandes qui... Bien sûr. Chérissait bien sûr. Adolf Hitler. Ouais, alors je sais pas si c'est l'électorat féminin qui a tout emporté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est il n'a pas été élu, d'accord, et deuxièmement, en fait, il a renversé aussi la démocratie. Si vous voulez qu'on aille dans la subtilité de la République de Weimar, en réalité, la République de Weimar, c'est pas Hitler qui l'a renversé. C'est von Papen, qui, en 1932, je crois, qui, en fait, s'aborde de la Constitution. Donc, en fait, c'est un mauvais exemple. Parce que, il n'a pas été élu, et deuxièmement, en fait, la République de Weimar était un régime constitutionnel très fragile, qui, à partir de 1932, est sous l'usage d'un article de la Constitution, qui est un article qui prévoit quasiment des pouvoirs exceptionnels, qui en fait fait sauter complètement ces verrous-là. Donc c'est pas un bon exemple, mais c'est l'argument qu'on invoque toujours. C'est l'argument qu'on invoque toujours, sauf que là, si vous voulez, c'est un argument antidémocratique total, c'est de penser qu'en fait, forcément, si le peuple s'exprime, alors totalement, en tout cas plus, ça va aboutir à Hitler. Moi, ce que je vous dis, c'est que la volonté politique, c'est pas compliqué. Demain, il y a Marine Le Pen qui est, admettons, élue, ou Jean-Luc Mélenchon, ou autre, avec tel élément de son programme politique, il fait passer une loi. Si le Conseil constitutionnel considère, au regard de la jurisprudence, que c'est contraire à la Constitution, alors la loi ne passera pas. Moi, il y a un conflit qui a été approuvé quand même par les Français. En 58. Oui. Mais non, mais attendez, il y a deux points. Alors, vous avez tout à fait raison. Premier point, là-dessus, moi, je pense qu'effectivement, c'est la volonté politique qui prime sur le juridique. Les lois, elles sont faites pour qui ? Le droit, il n'est pas fait pour le droit. Le droit, il est fait pour le peuple, pour les gens qui vivent. Donc le peuple a aussi le droit de le changer. Et justement, 1958, vous avez raison. Cette constitution, moi, j'ai pas voté pour. Vous avez voté pour, vous ? Pas moi. D'accord ? Donc on a peut-être le droit de changer. On n'est pas enferré dans cette constitution pour 300, pour 400 ans. Deuxièmement, et c'est ça, à mon avis, le point qu'il faut le mieux comprendre, c'est que ce qu'on appelle constitution aujourd'hui, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel juge de la conformité des lois à la Constitution. Ça, c'était jusqu'en 1971. À partir de 1971, et ça c'est, pour reprendre le terme, mais élogé dans sa bouche, de Robert Badinter, c'est un coup d'état juridique, puisque le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas seulement la Constitution de 58, qui est un texte assez neutre, qui régit les rapports entre le Parlement, le Président de la République, le gouvernement, etc., mais qu'il y a aussi des droits et libertés fondamentaux, qu'il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après, on fera entrer, ça c'est le législateur, c'est Jacques Chirac, c'est la Charte de l'environnement, etc. Et il y a des principes écrits, déjà très flous, un principe d'égalité, ça peut se tordre. Actuellement, le principe d'égalité, il n'a pas empêché, à valeur constitutionnelle, de trier les citoyens au moment du pass sanitaire et du pass vaccinal, dans des situations, évidemment, où l'inégalité et la discrimination étaient manifestes, flagrantes, disproportionnées, évidemment. Donc ce rapport de proportion, il est très politique, et le Conseil constitutionnel le sait. Et puis il y a des principes non écrits, je vous ai cité le principe de fraternité. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez, demain, si je suis juge du Conseil constitutionnel, je pourrais m'amuser aussi à dégager un principe de souveraineté du peuple à rester lui-même, et je me
ferait un plaisir, en cas de question prioritaire de constitutionnalité, de censurer toute loi qui aggrave l'immigration en France. Vous voyez, il faut bien comprendre une chose, ça vraiment c'est le cœur enfin mon discours, en tout cas de ce que j'essaie de porter, c'est que le droit, la neutralité axiologique du droit n'existe pas. Les libéraux juridiques, je précise encore, veulent nous faire croire qu'il existe. La suprême habilité, c'est de nous faire croire que le droit est neutre. Or, comme disait Carl Schmitt, il n'est pas neutre d'être neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. Le droit, c'est toujours de la politique en mouvement. Qu'est-ce que c'est le droit avant ? Le droit avant, c'est une loi. Une loi, c'est quoi ? C'est un débat au Parlement. D'accord ? Donc il n'y a pas à dire la loi, c'est la loi, on respecte la loi. Oui, on respecte la loi, on respecte l'état du droit donné. Mais on peut changer. On peut changer le droit. Parce que c'est de la politique. On peut toujours revenir. On peut toujours revenir sur ce qu'on a voté. Sinon, à ce moment-là, bah oui, en fait, c'est pas des lois, c'est des verrous. Vous voyez ? Donc, quand vous me dites la Constitution, elle a été adoptée en 58, vous auriez pu me dire, effectivement, c'est comme ça, c'est la loi, enfin, c'est la Constitution, c'est la Constitution. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie dans votre histoire. La démocratie véritable, ce que les Allemands appellent la wahre démocratie. Qui est un petit peu tabou dans nos milieux, mais est-ce qu'il n'est pas temps de se remettre d'accord justement sur les mots, sur les principes que nous souhaitons collectivement défendre, et d'installer une 6e République ? Oui, mais encore une fois, vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, vous parlez des mots, mais cette 6e République, vous m'avez dit 6e République, de quoi parlez-vous ? Ensuite, il faut se mettre d'accord, justement, sur le contenu et la façon dont il est traduit par le concept. Au moins, déjà, si on avait un débat sur ce sujet-là, j'en serais ravi, et je serais ravi de l'avoir avec vous ou avec toute autre personne. Mais est-ce que vous seriez ouvert à cette possibilité-là Moi, en fait, je serais ouvert surtout à ce qu'on revienne à l'esprit originel de la 5e République, tel qu'il était, pas en 58 pour être tout à fait précis, mais en 1962, c'est-à-dire le suffrage universel qui est avancé pour le président de la République française, un président fort, et pas un président qui en fait a été, contrairement à ce qu'on pense, en fait assez affaibli et surtout déresponsabilisé par la pratique. Quand le général de Gaulle y perd un référendum, il s'en va, d'accord ? Jacques Chirac, il s'en va pas quand il perd un référendum. Et d'ailleurs, ceux qui lui ont succédé ont bien compris, puisqu'ils n'ont pas fait de référendum. En principe, un fort pouvoir va avec une forte responsabilité. Or, aujourd'hui, on a des politiques qui sont irresponsables. Parce qu'ils ont la trouille de mettre leurs responsabilités dans la balance. On l'a vu encore plus sous la crise du Covid. Quelqu'un comme Olivier Véran, après tous les mensonges qu'il a proférés, mais il aurait dû démissionner, cet homme. Il aurait dû démissionner 1000 fois. Jean Castex, qui était le politique le plus ridicule qu'on a eu depuis Lionel Jospin, aurait dû démissionner, pareil, au moins 1000 fois. Est-ce que vous ne croyez pas, il y a eu un diagnostic de beaucoup de Français durant la crise sanitaire qui était de dire il y a une fuite en avant autoritaire. Est-ce que justement cette mainmise sur la politique de santé, ou en tout cas présentée comme telle, n'est pas plutôt justement le signe de l'affaiblissement de l'État ? C'est l'affaiblissement de la qualité des politiques qui dirigent l'État. Oui, sans conteste, parce que je pense qu'il faut il faut essayer d'analyser correctement ce qui s'est passé. À mon avis, la surréaction des politiques, en tout cas une partie de l'explication est là, mais le fait qu'ils ont quand même pendant 2 ans réduit considérablement nos libertés est dû au fait que la responsabilité, ces gens ont peur d'engager leur responsabilité, qu'il s'agisse de la responsabilité politique ou de la responsabilité pénale, parce qu'il y a l'affaire du sang contaminé en arrière-fond. D'accord ? Et je pense qu'ils en ont trop fait, et d'ailleurs c'était pas seulement en France, c'était européen, parce qu'ils avaient la trouille de rendre des comptes. Et rendre des comptes sur quoi ? Sur l'hôpital. Parce qu'en fait, le fond du sujet, il est là. Je vous rappelle que des cas de contamination, aujourd'hui, on a autant, et même plus, que ce qu'on avait en 2020. Alors, il n'y a pas autant de morts, évidemment, etc., parce que les choses ont évolué. Mais avant, on nous disait, l'indicateur, c'est les contaminations. Aujourd'hui, on n'en parle plus. En réalité, le sujet, depuis le début, c'est l'hôpital. Ce sont les capacités hospitalières. Et si on s'interroge sur les capacités hospitalières, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on garde. C'est ça ce qu'on regarde. Si on s'interroge sur les capacités hospitalières, alors on va s'interroger sur les responsabilités. Qui a fermé 15 000 lits dans l'année 2020 ? C'est ce gouvernement. Ou sous le quinquennat, je dis peut-être une bêtise, pardon, sous le quinquennat. Je crois que c'était sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années, pardon. 2020, en tout cas, qui fermait des lits ? C'était le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et on peut remonter encore avant, hein. Il y a François Hollande. Et puis la politique aussi, qui a été adoptée avant... Sous Nicolas Sarkozy n'était pas une politique très favorable à l'hôpital. Le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui s'appelait Jean Castex. Sans doute, voilà. Et puis il y avait aussi Xavier Bertrand dans l'histoire, qui était ministre de la Santé. Bon, mais il n'a pas autant fermé de lits, mais peu importe. En tout cas, à ce moment-là, on pose la responsabilité politique. Seulement, voilà, je vous le dis depuis le début, c'est le fil conducteur, les politiques, qui sont purs comptables en fait en réalité aujourd'hui,
ont la trouille de poser leurs responsabilités, de mettre leurs responsabilités en jeu. Nous n'avons plus d'hommes politiques en France, nous n'avons plus d'hommes d'État, nous n'avons que des hommes politiques de second rang. Et c'est ça, en fait, véritablement, ce dont on crève aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'époque plutôt bénie dans laquelle ils ont grandi qu'entraîne cette faiblesse? C'est un problème de formation? Les meilleurs partent dans d'autres directions? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on n'a que des nuls au pouvoir? Il y aurait une analyse sociologique à mener. Je pense que, de manière générale, la société a régressé sur énormément de plans, sur le plan de l'éducation tout d'abord, sur le niveau de français, moi je pars de là, et puis aussi bien sûr le courage, les valeurs humaines. Là j'entre vraiment dans la sociologie. Vous savez, je me sens toujours très complexé, je vous le disais avant qu'on commence cette émission, pour être très transparent, quand je regarde les débats sur les archives de l'INA, les débats dans les années 70, 80, les émissions de Bernard Pivot, vous voyez, et que je vois le niveau de français, quand je vois la qualité de l'élocution, l'usage des mots, et même parfois certains mots qui ne sont plus employés aujourd'hui, évidemment, on comprend l'affaissement, on comprend l'effondrement, et qui est allé vraiment à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Oui, c'était mieux avant sur tout un tas de plans, j'idéalise pas tout. Il y a incontestablement des choses. En fait, la France ne produit plus de grands artistes, de grands chefs d'entreprise. Oui. Des chefs d'entreprise, s'il y en a encore aujourd'hui, il ne faut pas non plus tout mettre par terre, mais sur le plan musical, écoutez ce qu'on écoutait, écoutez les années 70, écoutez aujourd'hui, c'est de la bouillie. Sur le plan littéraire, je n'aime pas Jean-Paul Sartre, on est passé de Jean-Paul Sartre à Annie Ernaux, quoi. C'est pas littérature d'un côté, philosophie de l'autre, c'est vrai, mais en tout cas, grands écrivains, quoi. On ne produit plus de talents, ou plutôt ces talents ne sont plus mis en valeur, ou en tout cas ceux qui apparaissent dans la représentation du pays légal, d'une certaine façon. Là-dessus, je sais pas exactement. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est vraiment une analyse sociologique à mener. J'ai pas de jugement définitif. Encore une fois, je suis toujours très prudent dans ce genre d'analyse, parce qu'en fait, c'est nous aussi qu'on analyse là-dedans. Je veux dire, quelque part, on a les politiques qu'on mérite. Hein. Enfin, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, bien sûr. J'ai pas voté pour les prédécesseurs non plus. Mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité générale dans tout ça. Alors bon, nous, on n'est pas... Vous et moi, on est quand même assez jeunes, donc en matière de responsabilité, ça va, on n'est pas les plus chargés. Mais je pense aussi qu'en fait... Il y a une responsabilité générationnelle, il y a un laisser-aller. Peut-être qu'effectivement, il y a une analyse là-dessus qu'on peut trouver à gauche, c'est que nous avons été progressivement endormis sous le confort matériel et l'abondance, une certaine abondance que le capitalisme pouvait nous apporter. Oui, l'embourgeoisement précède toujours un peu la chute. L'embourgeoisement qui aujourd'hui, en fait, est sur un mouvement inverse, puisqu'en fait, on a de plus en plus de gens qui sortent de la classe moyenne chaque année, au fil des années. Donc, je pense que la société de consommation aussi dans laquelle on est travaille beaucoup plus sur certains bas affects, sur nos adhésions rapides, nos rapports au téléphone, à l'écran aussi. Enfin, je veux dire, je connais quasiment personne qui peut se poser maintenant pendant 3-4 heures et lire pendant 3-4 heures sans regarder son téléphone. C'est très problématique. Moi-même, hormis le soir, j'ai quasiment du mal. Enfin, je peux jamais le faire, quoi. On change presque anthropologiquement, en fait. Et je pense que ça explique une partie de l'affaissement. Voilà. Mais bon, il ne faut pas non plus se dire que tout va aller de mal en pis et qu'il y a une inexorable pente. C'est ce qu'on dit, vous savez, les temps difficiles produisent aussi parfois certains hommes d'exception. De Gaulle est sorti en 40, Jeanne d'Arc, bon voilà, je cite des exemples bateaux, il y en a d'autres ailleurs. Donc, non, là-dessus, il n'y a aucune fatalité. Alors là-dessus, vous ne me ferez pas passer pour un pessimiste, je suis tout à fait optimiste. On en reparlera, bien sûr. On en reparlera un petit peu après, et comme les temps sont plus difficiles, peut-être portent-ils avec eux leur lot de grands hommes pour le futur de notre pays. On se retrouve dans quelques minutes avec Pierre Gentillet, ce sera l'occasion d'aborder la question de son parcours, d'échanger à nouveau sur l'actualité politique, sur l'opposition aussi, savoir comment elle se structure, est-ce que nous ne sommes pas un peu l'opposition la plus bête du monde, et surtout de répondre à vos questions. On se retrouve tout de suite.
retour dans Telle est la question avec Pierre Gentillet. Vous êtes très nombreux ce soir à nous suivre et je vous en remercie. Et je vous remercie aussi pour les nouveaux abonnés, Baron 78, Oméga 57, Machiavelli Ultra, Le Souverain, parmi d'autres. Merci vraiment à tous de votre soutien au Cercle Aristote. Nous en avons besoin et c'est grâce à vous que nous pouvons faire toutes ces choses. Alors de retour avec Pierre Gentillet. Pierre, je voulais évoquer un peu votre parcours. Vous vous êtes engagé assez jeune. Il y a eu un déclencheur. C'était ambiant. C'est simplement que j'avais des amis à la faculté. J'arrivais à Paris tout jeune et en fait, il se trouve que dans mon TD, j'avais des gens qui étaient au Républicain. Ça s'appelait l'UMP à l'époque. Et en fait, de fil en aiguille, vous savez, c'est beaucoup des histoires d'histoires d'amitié aussi. En revanche, c'est pas ça ce qui m'a amené à la politique. En tout cas, aux idées politiques, j'y baignais depuis mes 12-13 ans. Mais plutôt par les auteurs. Oui, c'est ça. Oui, par des auteurs, aussi par la politique française. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à la politique française, aussi un petit peu par la littérature politique. Les auteurs de la Révolution conservatrice allemande m'ont pas mal inspiré. Je feuilletais sans le savoir aussi un petit peu la nouvelle droite à l'époque, mais c'était léger. Hein. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était l'actualité politique. En arrière-fond, il y a ce que je vous avais dit aussi. L'histoire politique de la Ve République m'intéressait beaucoup. L'histoire du XXe siècle. Le XXe siècle, politiquement, est un siècle tout à fait passionnant. Et les idéologies qui vont avec. Donc voilà, je m'intéressais vraiment absolument à tout. Donc c'est arrivé. Donc ça vous mène aux Républicains. C'est une époque où ça mène aux Républicains. Ça m'amène aux Républicains et défendait encore quelques idées. Pour être honnête, l'UMP à l'époque, c'est pas le Républicain. Je me souviens. Quel regard rétrospectif vous avez sur Je vais vous dire et je vais vous répondre en deux temps. Je me souviens d'une chronique d'Éric Zemmour en 2010 ou en 2011 à propos de la droite populaire qui en fait était. C'est ça ce que j'ai rejoint des Républicains. C'était la droite populaire, c'était le mouvement de Thierry Mariani et qui en fait. La chronique d'Éric Zemmour tournait autour du fait que la droite populaire pouvait devenir le flotteur droit de la majorité avec lequel on allait pouvoir, c'était mon idée depuis le début, briser le cordon sanitaire. Et le but étant d'arriver à un grand bloc de droite, entre guillemets. Vous avez vu que j'ai un peu d'hostilité avec ce mot, mais bon, peu importe. Pour les gens, ça parle. Pour tout le monde, ça parle. Qui effectivement irait du Front National, Rassemblement National, DLF et la droite des Républicains pour constituer un bloc de droite antimondialiste, etc., etc. Enfin, on voit très bien les idées. Et en fait, j'ai assez rapidement déchanté. J'ai quand même pris la présidence du mouvement jeune de la droite populaire. Et à partir de 2014, je faisais plus grand-chose. Et en 2015, je suis parti. Mais voilà, il y avait aussi des raisons, je vous dis, amicales, affectives. Il y avait un député ancien ministre qui s'appelait Thierry Mariani, avec lequel j'ai toujours de très bons rapports assez réguliers, c'était difficile, c'est quelqu'un qui m'avait soutenu, parce que en plus j'avais fait un petit peu parler dans la presse que j'avais fait un réveillon avec certain Jordan Bardella. C'était en 2014, je crois. C'était une vraie polémique. Ça a été une polémique absolument ridicule. J'avais fait un réveillon avec des jeunes du RN, donc on avait l'impression qu'on avait signé un accord pour les élections régionales. Enfin, c'était calculé. Pas du tout. C'était à côté de chez moi. Je connaissais Jordan depuis, je sais plus, depuis un an, je crois à peu près, ou 2014. Et ouais, en fait, on se fréquentait en dehors, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il se trouve qu'il y a une photo qui avait été publiée, et ça avait été repris après, etc. Bon. Et puis je suis parti en 2015, quoi. Ensuite, je suis resté dans les milieux politiques, dans la sphère, dans le champ politique, plutôt sur des sujets internationaux. Parce que moi, c'est ça aussi ce qui m'intéressait pas mal, c'est la politique internationale. Et voilà. Et maintenant, rétrospectivement, je pense que j'aurai un vrai regard peut-être dans 10-15 ans, mais là, aujourd'hui, ça a été un moment de formation. Pas intellectuel, hein, ça certainement pas. En tout cas, si vous cherchez à vous former intellectuellement républicain, c'est pas là où il faut aller, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien. En revanche, sur le plan pratique, comment ça fonctionne un parti politique, la question des rapports de force, la communication aussi, ça c'est très important. La communication, ça c'est un truc que beaucoup de militants malheureusement négligent, mais l'importance de la communication en politique. J'ai fait un petit peu de médias, mais c'est pas là-dessus que je me suis le plus formé. Voilà, c'est à peu près ça ce que j'en retiens. Ensuite, rétrospectivement, effectivement, puisque j'en suis parti et assez vite, je vais pas dire c'était une erreur, je l'aurais pas fait sans doute, mais voilà, j'ai quand même appris des choses. Et en fait, il y avait un autre engagement en parallèle qu'il faut bien comprendre aussi, c'était l'UNI.
J'étais engagé à l'Uni. En fait, les gens avec lesquels j'avais des sympathies, qui aujourd'hui d'ailleurs ont des bonnes responsabilités à l'UMP, donc je ne veux pas les citer, enfin aux Républicains, donc je ne veux pas les citer pour pas leur causer d'ennui, mais ils ont toujours toute mon amitié. En fait, ils étaient aussi engagés à l'Uni. Et l'Uni, moi, ça, j'aimais bien. C'est les élections étudiantes, il y avait une bonne ambiance, etc. Bon, après, il se trouve qu'il y a un autre mouvement que j'ai fait. Reconquête universitaire, voilà. Enfin, sur le après, sur moi, l'Uni, en tout cas. Surtout après, moi, je suis parti sur la cocarde étudiante, donc évidemment, on pouvait plus trop s'entendre. Parce que voilà, j'avais fait un constat que l'Uni s'était cantonné à un certain pan de la droite, et qu'il y avait un côté ridicule quand même, aussi. Tout ça pour finir par agiter des drapeaux dans les meetings de Pécresse. Enfin, ils n'ont pas beaucoup fait, pour être honnête. Mais à l'époque, je me souviens, il y avait Juppé qui montait un peu, et je me souviens que ça disait, oui, bah, Juppé, s'il faut aller dans les meetings pour agiter les drapeaux, on le fera. Bon, voilà. Mais il y avait une bonne ambiance, j'en garde des bons souvenirs, et voilà, je ne veux pas en dire davantage, mais du coup, voilà, j'en ai gardé des amitiés, plutôt des bons souvenirs, voilà, rétrospectivement. Ensuite, politiquement, intellectuellement, je n'ai rien appris dans ces structures-là, je me suis formé en dehors, à travers la lecture, à travers, comme beaucoup de gens, à travers les vidéos, en fait. Moi, à travers l'histoire, ma culture, elle est historique, un peu littéraire, mais surtout historique, et effectivement politique, sur la philosophie politique, et la philosophie politique et juridique. Au départ, je suis un étudiant en droit, quand même, quelqu'un qui s'intéresse au droit et à la politique, et vous avez compris dans les développements précédents les liens intime, insécable entre ces deux matières. Et voilà, ça m'a amené effectivement à quelques auteurs juridiques, notamment effectivement des auteurs allemands comme Carl Schmitt, mais pas que, bien évidemment. Le doyen Henriot aussi, j'ai lu un petit peu le doyen Henriot, même si c'est laborieux. Hein. Le doyen Henriot, c'est compliqué. Les pensées allemandes n'est pas toujours... Henriot, c'est français, attention, Henriot, c'est français. Pardon. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Henriot, et ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, Carl Schmitt s'est beaucoup inspiré du doyen Henriot. Beaucoup inspiré. Les Allemands, les penseurs juridiques allemands se sont beaucoup plus inspirés des Français qu'on l'imagine, en tout cas ceux du XXe siècle. Et c'est très intéressant à voir. C'est pas aussi hermétique qu'on le croit entre les Allemands et les Français. Hein. On essaie de nous faire croire ça. Dialogue, souvent les idées circulent. Ah bah, sur le plan juridique, ça circule, ça c'est clair. Ça, je peux vous le confirmer. Oui. Il y a une admiration réciproque. Il y a une admiration réciproque. Les juristes allemands sont d'immenses juristes, et les juristes français sont aussi d'immenses juristes. Je pense que les deux plus grandes écoles juridiques, bon, c'est peut-être prétentieux parce que je connais pas tout, mais je m'intéresse pas mal à la philosophie du droit. Je pense que la France et l'Allemagne sont sans aucun doute sur le podium du top 3. Oui, ça c'est sûr. À l'époque où on produisait de grands hommes et de grands penseurs, mais rien n'est terminé. Bon, donc vous engagez à un moment où les idées que vous défendez sont plutôt majoritaires, en tout cas elles sont portées par le gouvernement en place. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Attention, parce que moi j'arrive en 2011 et Hollande arrive rapidement, et la majorité du temps je serai sous Hollande, donc en fait les idées sont pas majoritairement en place. Moi, mon idée, justement, il n'y avait pas de sous-entendu dans ma question. Oui, non, mais c'est pour préciser, c'est pour vous dire en fait justement que je pense que comme Sarkozy n'est plus là, parce que moi 2007 un peu Sarkozy quand j'étais jeune, mais après 2012 j'en voulais pas. Mon idée c'était derrière, on va renverser tout ça et on va essayer de décrocher cette partie des Républicains, cet électorat en fait, pour le ramener, pour faire un bloc, pour constituer un bloc de... Ça a toujours été l'idée, en fait. Mais bon, je me suis rendu compte assez rapidement, et j'allais pas rester dans un endroit où je savais pertinemment que ça n'allait pas fonctionner. Puis il y a aussi autre chose qui a joué. Ça, je dois le dire pour être honnête. C'est qu'en ayant fréquenté des gens du Front National, à ce moment-là, ça a aussi déterminé mon jugement. Pourquoi ? Parce que, à un moment, je leur disais, mais c'est vrai, on pense pareil, etc. Ils m'ont dit, oui, mais sauf que la différence entre toi et moi, entre toi et nous, c'est que nous, c'est dur. Nous, sur le terrain, c'est difficile. Nous, ça s'affiche pas facilement. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Aujourd'hui, on l'a vu après les élections législatives, c'est en train vraiment de devenir, pas mainstream, mais c'est beaucoup plus simple. Mais eux, on peut garder son travail au Rassemblement national. Voilà, c'était difficile. Et c'est vrai que je me disais, c'est vrai qu'en fait, moi, le discours que j'ai est quasiment le même, en fait, que vous. Sauf que, moi, effectivement, je risque pas comme vous sur un plan social ou dans la rue ou ailleurs. Enfin, à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé. Et du coup, je me sentais... ça m'envoyait une image un peu lâche, et je voulais pas supporter cette image de lâcheté. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti. Il y a aussi des raisons affectives. Voilà. D'honnêteté. Donc, on est aujourd'hui... Vous reconnaissez dans ce qu'on pourrait appeler l'opposition à Emmanuel Macron. Elle a différentes nuances. Il y a les identitaires, il y a les souverainistes. Et cet archipel, peut-être, empêche
véritable transformation politique, en tout cas au sens institutionnel. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez ça dommage? Vous vous dites, non, chacun a son identité, et donc il n'est pas anormal, finalement, de se parler, mais sans pour autant travailler ensemble. La question, c'est de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez du champ intellectuel? Effectivement, dans le champ Non, je intellectuel... parle vraiment sur la transformation politique. Sur... Par exemple, est-ce qu'il faut une liste commune aux européennes? Bien sûr, mais là, par contre, ce que vous avancez comme clivage identitaire, souverainiste, etc., bon, je ne sais pas si... Je pense pas que ce soit très pertinent. Quel est le parti souverainiste? Est-ce qu'il y a un parti souverainiste, hormis Dupont-Aignan? Oui, et pardon, Florent Philippot, bien sûr. Oui. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, en fait, ces gens-là ne dépassent pas de 3%. Donc en fait, les forces significatives, c'est plus des forces identitaires et populistes comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, en fait, aujourd'hui. Je minore pas du tout ce cours-là, c'est pour ça que je parle uniquement sur le plan du champ intellectuel. Bon, le champ intellectuel, c'est des forces qui s'équivalent. Vous auriez pu les rejoindre ou vous voyez Qui ça? Marine Le Pen, Éric Zemmour, ou vous préférez l'engagement politique au sens plutôt métapolitique, aujourd'hui intellectuel, sur le terrain des idées? Médiatique. Métapolitique, c'est un terme qui ne me correspond pas parce que je n'ai pas produit d'œuvre, j'ai pas mal de travaux en cours, ça va venir, j'espère. Je mets beaucoup de temps à travailler sur ces sujets-là, et puis justement, quand on sort un livre, si vous voulez, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se planter. Donc moi, je travaille là-dessus, j'ai vraiment une vénération du livre, donc voilà. Quand j'y vais, il faut vraiment bien le faire. Mais c'était quoi, pardon, votre question? Excusez-moi, je perds le fil. Pourquoi ne pas franchir le cap? Être allé, oui. Alors, je voulais vous dire... législative ou... Déjà, parce qu'effectivement, je pense... parce qu'on ne l'a pas proposé, aussi, tout simplement. Et puis, même si on me l'avait proposé, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Parce qu'au demeurant, vous avez vu qu'il y a quand même une génération de politique qui est en train d'émerger. Voilà, moi, je ne suis pas dans le champ métapolitique, c'est ce que je voulais préciser. Je suis dans le champ médiatique. C'est pour ça que je parlais du livre et de la production, etc. Moi, ce que je produis, c'est peut-être, si tant est qu'on puisse dire ça, je suis prudent, je ne veux pas faire le faux modeste, mais c'est parfois effectivement des analyses ou effectivement de mener le combat frontalement, comme je l'ai fait beaucoup au moment du pass sanitaire, du pass vaccinal, et évidemment sur CNews, sur Sud Radio ou ailleurs, sur tout autre média, sur les questions liées à l'identité qui pour moi sont vraiment centrales. Et ça, je crois que c'est vraiment devant les questions de pass sanitaire, de pass vaccinal. Pour moi, je hiérarchise, c'est un peu mon réflexe du juriste. J'ai ma hiérarchie des normes, j'ai ma pyramide de Kelsen à moi, et je sais ce qu'il y a tout en haut, je sais ce qui est le plus important. Voilà. Alors justement, la période du Covid, donc beaucoup de gens ont manifesté, sont sortis dans la rue, et quand on se trouvait dans ces manifestations, on observait une surreprésentation de la population issue d'une immigration récente. Est-ce que c'est pas une forme de démenti à l'idée selon laquelle il ne pourrait pas y avoir de destin commun possible avec des gens arrivés de fraîche date, parce que ces gens-là ont défendu la France, et ils l'ont même défendu plutôt mieux parfois que les Français de souche. Non, je vous pose la question, c'est pas une... non, pour vous répondre très clairement, moi, qu'il y ait des individus, c'est une banalité de le dire, mais qu'il y ait des individus qui viennent d'ailleurs, qui s'assimilent ici, oui, il n'y a pas de problème. Mais la question des individus, ici, elle ne pose pas. Là, ce sont des peuples entiers qui arrivent. Mais est-ce que le rouleau compresseur, en fait, de la pensée unique, du progressisme, ne l'aurait pas moins passé dessus? Ah, bien sûr, mais ce ne sont pas des alliés. Ce ne sont pas des alliés du camp progressiste. Mais bien sûr, mais aussi pour de mauvaises raisons. Aussi pour de mauvaises raisons, parce qu'on a vu, si on parle par exemple des banlieues, que voilà, les banlieues ne sont pas tout à fait au diapason du camp progressiste libertaire. Certainement pas. Est-ce qu'il ne faut pas adopter une posture un peu de réel politique en se disant si sur certains sujets on peut se retrouver et peser, pourquoi pas? Encore une fois, je me fais volontairement l'avocat du diable. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas l'avocat du diable. Je suis juste avocat. Pour moi, ça signerait quand même de la compromission. Parfois, le terme réel politique, je l'aime bien. Ce terme, je l'utilise volontiers en politique internationale, parce qu'en politique internationale, c'est les intérêts de l'État avant tout, et c'est là-dessus qu'on peut faire des compromissions. Mais l'État, c'est on a une unité, on a une structure. Là, si vous voulez, il y a quand même des civilisations qui sont sur notre sol, des peuples qui sont sur notre sol, avec lesquels j'ai du mal à faire commun. Je pense pas être le seul, je pense qu'on est assez nombreux, et d'ailleurs dans les études d'opinion ça se montre assez. Il y a un phénomène migratoire, ce phénomène migratoire, il a des conséquences. Moi, je n'adresse pas aux individus, je pense pas au niveau des individus, bien sûr qu'individuellement, et bien sûr que ça peut marcher individuellement, qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs et ils font des Français formidables. Voilà, je ne vais pas vous dire où j'habite, mais j'habite une rue qui il y a un nom d'étrangers. C'est des gens qui ont fait la France, bien sûr. Mais encore une fois, le principe, c'est quoi?
c'est un peuple historique. Ce sont même des peuples historiques qui ont fait la France. Ce sont les peuples de nos ancêtres. Ce sont les Basques, les Bretons, les Normands, les Corses, etc., qui sont des peuples qui sont restés sédentaires. Effectivement, à un moment, les Savoyards, ils n'étaient pas avec nous. Oui, peut-être que les Alsaciens, oui, ils n'étaient pas avec nous. Mais c'est des peuples qui sont restés sédentaires et qui en fait, ont constitué la France. Et en fait, ce caractère sédentaire dans un monde, justement, de la mondialisation, du flux, du nomadisme permanent, qui est encouragé par nos élites, eh bien, effectivement, je le vois comme une menace, à la fois sur nos modes de vie, sur notre culture, et en fait, sur notre identité en tant que peuple. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, bien sûr est-ce que la politique giscardienne en fait, du regroupement familial a pas, de façon irréversible, changé le visage Il n'y a rien d'irréversible. De notre pays? Il n'y a rien d'irréversible, tout dépend des moyens qu'on se donne. Et point à part, et là j'ai un propos politique, mais je suis un juriste qui est aussi politique, je pense qu'il faut se donner tous les moyens. Absolument tous les moyens. Que la politique... C'est-à-dire un plan de retour, en fait... non, mais que la politique... Je veux pas aller là-dedans, mais que la politique nous permet. C'est-à-dire que je suis pas en train de parler de ça. C'est-à-dire là, je parle en fait de sauver notre pays et de sauver notre peuple. Plus que tout, c'est de sauver notre peuple. Et en fait, de sauver sa particularité... Non, plus encore. Si on est dans les catégories hegeliennes, j'irais même jusqu'à dire la singularité qu'il a. Le peuple français a une singularité, alors, des différentes cultures, et il n'y a pas que les cultures, il y a aussi les peuples. Vous voyez, par exemple, c'est des choses... C'est là où, en fait, on dépasse, on sort la politique. Moi, dans mon peuple, dans les gens que je croise dans mon village, ou quand moi, je randonne beaucoup en France, dans le centre de la France, dans le Massif central plutôt, je vois des gens qui ressemblent à mes grands-parents. J'entends des expressions qui me font penser à mes grands-parents, qui me font penser à mon père, qui me font penser à mon arrière-grand-père, qui me rappellent à un moment ma tante. Vous voyez, une espèce de grande famille. Je vois parfois des traits, je vois des expressions. J'entends, parce que parfois j'entre dans un petit restaurant et je sens des odeurs. Et en fait, tout ça, ça appelle des affects en moi. Et en fait, le fait de préserver notre peuple, c'est aussi la préservation de ses affects, c'est se rassurer, on arrive sur des questions philosophiques, c'est se rassurer en fait sur notre propre mort et nous dire que ça continuera après, que tout ça continuera après, et aussi de dire que quelque part ces gens-là ne sont pas contre mort parce qu'ils continuent avec nous. Le peuple, c'est aussi notre peuple, c'est aussi une émanation de ça. Vous voyez, là on est vraiment sur du domaine affectif, mais bien sûr que c'est de l'affect. Bien sûr que c'est de l'affect. Bien sûr que c'est affectif. Réponse peut-être assez rapide. Oui, pardon, on ne pourrait pas vous répondre que la singularité française, c'est aussi au XVIIe siècle, par exemple, de s'être tourné vers les Antilles, vers la Polynésie, et que peut-être la particularité, justement, à nouveau, je me fais l'avocat du diable, la particularité de la France, par exemple, sur le continent européen, c'est d'être un pays multiethnique. Non, en l'occurrence, ici, vous parlez d'une exception, mais une exception qui est française. C'est-à-dire qu'en fait, nos élites, effectivement, à travers l'histoire, effectivement, parce que c'est le peuple français, parce que c'est l'armée française, ce sont les élites françaises, effectivement, qui, à un moment, ont colonisé, qui ont décidé de s'étendre, et puis à un moment, après, ces peuples ont fait partie de la France. Mais, vous voyez, les Antilles, c'est une exception. C'est la France, il n'y a pas de doute. Mais c'est une exception. Mais moi, je suis pour que les Antilles restent antillaises, je suis pour que la Corse reste corse, je suis pour que les Bretons conservent leur identité, et Dieu sait que j'ai des choses à leur reprocher, que les Normands conservent leur identité, etc. Enfin, chacun doit conserver son particularisme parce qu'il doit se conserver en tant que peuple. C'est fondamental à comprendre. Là-dessus, il y a un éveil, c'est quelque chose que ne comprend pas la gauche qui ne voit les peuples au fond qu'à travers des unités économiques, des espèces de monades leibniziennes comme ça qui flottent, un peu par hasard, un concept universaliste, hors sol, abstrait et au fond très matérialiste. Moi, je ne suis pas là-dedans. Pour moi, le peuple, c'est quelque chose de vivant, c'est une âme, mais c'est aussi de la chair. D'accord ? Après, il y a la nation, et ça, c'est autre chose. Et vous voyez, ça me permet de rebondir là-dessus, mais parfois, j'ai eu des débats à la télévision où, je me souviens, c'était avec Rost, je crois, qui est un rappeur qui est français, qui est d'origine sénégalaise, en tout cas d'Afrique noire, et qui disait, mais moi je travaille ici, il y a des gens qui travaillent ici, qui sont là, qui payent des impôts, comme vous voyez, mais je dis, mais en fait, non mais c'est très bien, et ils se conforment aux lois, mais c'est très très bien, mais déjà, c'est le minimum, ils s'insèrent dans quoi ? Et là-dessus, je vais piocher dans les penseurs allemands. Il y a une distinction à faire entre la société et la communauté, ou pour traduire en termes français, le peuple. La société, c'est une appartenance juridique. Oui, ces gens sont juridiquement français. Ces gens payent des impôts, ces gens travaillent, ces gens respectent nos lois, mais c'est très bien. Mais
être français, ou être corse, être basque, être breton, voilà, c'est participer à la communauté nationale. C'est faire partie du peuple en tant qu'identité culturelle, en tant que substrat, que produit d'un vieux creuset, d'une éducation aussi. Vous savez, en fait, ce qui fait aussi la transmission de nos peuples, c'est nos familles. Hein. On en revient aussi à des notions cellulaires. Une famille de famille, c'est l'expression que il y a un peu ça. Oui, il y a un peu ça. Ensuite, là-dessus, bien sûr, et là, on parle de la nation. Il y a des valeurs politiques. On va dire, oui, il y a des singularités politiques. La France, par exemple, Bégodeau s'en moque beaucoup, c'est le pays où on débat, où on aime bien s'arracher les cheveux, s'arracher les chignons, et ça fait qu'on est vraiment français. Vous voyez, quand on a Elisabeth Lévy autour de la table qui s'engueule avec tel autre gauchiste, et qui, voilà, ça c'est très français, c'est typiquement français. Oui, peut-être, il y a des singularités comme ça. La gastronomie, oui, là on est encore sur quelque chose d'encore plus particulier. Ça c'est très français. Je sais pas, l'excellence de nos armées. J'avais parlé de la qualité de nos juristes aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a nos peuples, il y a Charnel. Je vais encore plus loin, moi. Pour moi, il y a un petit livre de Carl Schmitt qui s'appelle Terre et mer. Et dans ce petit livre de Carl Schmitt, il y a une idée qui en fait est une idée qui est déjà évoquée par Nietzsche, qui rajoute aussi une dimension à ce que j'ai dit avant. C'est aussi les paysages qui font les peuples. Et vous voyez, la France, ce sont aussi des paysages. Et ces paysages structurent nos univers mentaux. Là, on arrive dans quelque chose d'autre. Bah, la France, pour moi, c'est aussi ça. C'est des paysages. Et le peuple français, c'est aussi à travers ces paysages. Le Savoyard, si on ne comprend pas qu'il y a la montagne, on ne peut pas comprendre le Savoyard. Vous voyez. De même que le Berrichon Brénou, bah, si on ne comprend pas les marais de la Brenne et les légendes qu'il y a avec, on peut pas comprendre ce que c'est. Alors aujourd'hui, tout ça se fragmente de plus en plus parce qu'avec la mondialisation, avec le nomadisme, ça a tendance à se dissiper. Mais c'est une réalité concrète, vécue. Mais ce n'est pas une réalité matérielle. Ce n'est pas une réalité qui est une réalité purement juridique. C'est pour ça que je faisais l'opposition entre la société et le peuple. D'accord ? La société, c'est juridique. Le peuple, c'est une réalité culturelle, organique, vécue, empirique, construite à travers le temps. Moi, je veux sa préservation. Et je ne pense pas être le seul. Merci beaucoup, Pierre Gentillet. C'est maintenant le temps le temps est venu de poser vos questions à notre invité. Elles sont extrêmement nombreuses. Peut-être qu'on pourra J'essaierai d'y répondre de manière courte. Les prendre. Une première question, Pierre. Peut-on dire un peu comme Emmanuel Todd que la démocratie représentative est morte avec le traité de Maastricht ? Oh bah, elle a joué incontestablement. Là, on parle de la démocratie. Bien sûr, le traité de Maastricht, mais... Vous êtes pour une sortie de l'Union européenne ou vous dites que c'est pas la priorité ? Là, c'est une question très longue. C'est une question très longue. Je peux répondre, mais je dirais d'un mot. Moi, je fais une hiérarchie, c'est-à-dire que là, ça nous amène sur un débat que j'ai déjà eu. C'est la question de savoir est-ce que la souveraineté à tout prix, c'est ce qui compte. Si je lance ce débat, je suis obligé de faire 2 minutes, donc je me permettrai de m'excuser pour les personnes qui nous regardent et qui ont d'autres questions. Moi, je vous l'ai dit, la primauté, c'est l'essence, c'est notre préservation en tant que peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une menace migratoire qui, à terme, peut faire disparaître le peuple français et donc, du coup, la France. Si demain, on a un État français qui est souverain, qui s'appelle la France, mais où il n'y a plus tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a plus les peuples français, écoutez, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra dire qu'on est souverain, c'est très bien. Donc, pour autant, je m'empresse de préciser qu'évidemment, la souveraineté est un moyen et qui peut apparaître comme indispensable. Mais, et c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai une position d'opportuniste là-dessus. Et attention, le terme opportuniste, en mon sens, c'est pas péjoratif. Aujourd'hui, opportuniste, évidemment, c'est péjoratif. C'est quelqu'un qui fait en fonction et qui n'a pas de conviction. Bien sûr qu'aussi, j'ai des convictions. Mais si c'est une boutade, et je sais qu'on pourra discuter là-dessus, et les gens diront que c'est impossible, mais si demain, j'ai le choix entre l'Europe dirigée par Salvini, avec les directives européennes qui me disent directives européennes, retour, et bloquer l'immigration au sol, et la possibilité d'être souverain avec Macron, en fait, tactiquement, pas stratégiquement, tactiquement, il est possible que je préfère Salvini, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est mon essence. Vous voyez, dans ce verre, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, et ça, c'est ce qui permet à mon verre d'être souverain sur mon eau, mais ce qui compte pour moi, c'est pas le verre, c'est l'eau que je bois à l'intérieur. C'est l'essence. Alors, on pourrait vous répondre que ça supposerait un alignement politique de l'ensemble des... Mais bien sûr, après, c'est plus compliqué, mais c'est pour ça. Mais je veux pas aller dans... hypothétique. Mais bien sûr, c'est hypothétique, etc. Mais c'est pour ça, en fait, pourquoi j'ai raisonnement ? Parce que je ne réponds pas à la question de manière aussi tranchée. La souveraineté, c'est un moyen.
D'accord ? Eh bien, écoutez, si ce moyen me permet, tant mieux. Ensuite, et c'est là où on arrive dans le discours, c'est est-ce que politiquement, un discours exclusivement souverainiste, ça peut marcher aujourd'hui ? Moi, j'ai des doutes là-dessus, et je vais vous dire pourquoi. Pour des raisons politiques et des raisons électorales. Et je suis désolé, j'ai trop peu de temps pour développer ça. Non, mais c'est important, on est au cercle c'est important. Je sais. Très attaché à cette question, donc je sais. Il faut Moi, j'appartiens pas à cette école, je dirais politique, mais il y a des raisons qui sont des raisons, comment vous dire ? Des raisons tactiques et politiques. Il faut comprendre aujourd'hui qu'en France, nous sommes dans un pays qui est une quasi-gérontocratie. C'est-à-dire que, évidemment, les gens qui nous dirigent n'ont pas plus de 70 ans, mais ce sont les personnes âgées qui votent. Et les personnes âgées, elles votent majoritairement Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui intéresse les personnes âgées ? C'est leur sécurité physique. Bon, là-dessus, vous allez me dire, les questions de sécurité et d'immigration, le camp national est très très bien armé, parfait, mais aussi les questions de sécurité économique. Les populations âgées sont des populations fragiles parce qu'elles dépendent de l'État, de ce que verse comme retraite l'État. D'accord ? Donc ce sont des populations qui sont en fait dans un rapport de dépendance. Elles vivent donc de leur épargne. Depuis les années 2000, on a terrorisé ces gens-là en leur disant sortie de l'euro, effondrement de l'épargne, et vous allez voir les marchés financiers vont vous taper dessus, etc. Je pense que c'est faux. Oui, je pense que c'est faux, on va sortir, etc. Seulement voilà, c'est très difficile de convaincre ces gens-là parce qu'il y en a une partie qui est très éveillée, qui regarde sans doute, bonsoir, voilà. Mais il y a une bonne partie de gens qui votent par réflexe. Et vous dites que ça va prendre trop de temps en fait, et on n'a pas le temps. Et nous n'avons pas le temps. Et nous n'avons pas le temps. Et donc du coup, le positionnement, c'est un positionnement tactique. C'est de dire, en fait, ces gens-là ne vont jamais venir si on avance exclusivement ce discours-là. Pour autant, si demain vous êtes aux responsabilités et que vous êtes élu et que vous avez la possibilité de sortir et qu'il est indispensable que vous sortiez et que vous repreniez votre souveraineté, à ce moment-là, reprenons-la bien évidemment. Évidemment, plutôt que de subir des directives européennes, de se faire imposer le marché de l'énergie par l'électricité. Les clandestins. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, attention, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi l'eurogond familial. L'eurogond familial, c'est pas l'Union européenne qui l'a imposé, c'est Giscard d'Estaing. Il y a une directive superposée, mais si vous sortez de l'Union européenne, derrière, il faudra qu'on revienne sur les jurisprudences justice du Conseil d'État, il faudra qu'on revienne sur ce qu'a fait Giscard d'Estaing. Vous voyez, c'est pas la solution magique, c'est une solution, mais la question c'est, vous savez, en politique, c'est Thierry Marini qui m'avait dit ça un jour, il m'avait dit en politique, malheureusement, on parle de la politique, hein, pas du milieu intellectuel. Ce qui compte, c'est pas d'avoir raison, c'est de l'emporter pour faire gagner ce qu'on veut faire advenir. D'accord ? Donc vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai une réflexion là qui n'est plus intellectuelle. Enfin, qui est tactique, mais elle est indispensable parce que ce qui compte, c'est quand même de diriger, c'est de faire. D'accord ? Et pourtant, vous voyez, je vous l'ai dit, je suis plutôt un commentateur, mais un commentateur qui a le souci de l'action. J'ai envie qu'on y arrive. Mais pour autant, si demain, je sais pas, la génération boomer est passée et que les choses vont mieux et que l'Union européenne vraiment est terrible, elle est impopulaire, mais encore plus, et que les plus de 65 ans sont plus la sortie, mais sortons-y, parfait. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'ai une position d'opportuniste, je vous prie d'interpréter correctement le terme opportunisme, et donc du coup, je pense davantage à une solution qui fait primer l'essence sur ce qui fait contenir cette essence. Alors justement, une question de l'enfer, c'est le nom de la personne qui pose cette question, qui rejoint votre propos sur l'action. Je vais essayer de répondre plus vite, pardon. Les partis dits radicaux ou extrêmes peuvent-ils, dans un avenir plus ou moins proche, obtenir une majorité au Parlement ? Deuxième question dans cette question. Voilà. Ou alors, c'est surtout le rejet de Macron qui leur donne autant de sièges. En d'autres termes, est-ce que l'opposition aujourd'hui n'existe pas seulement dans une posture un peu réactive ? Et on parle de l'opposition parlementaire ici. L'opposition parlementaire, ce qui fait parti politique. C'est un véritable projet alternatif. C'est comme ça que je comprends cette question. Je pense qu'il y a deux obstacles. Le premier obstacle, il y a une clarification qui se doit faire au sein du camp national, c'est-à-dire l'arbitrage, en gros, entre les deux grandes forces pour l'instant que sont Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et cet arbitrage interviendra au moment des élections européennes, pour après, éventuellement, la constitution d'une force politique pour l'élection présidentielle. À la question de savoir, est-ce que cette force politique peut l'emporter en 2027 ? Elle peut tout à fait l'emporter, bien sûr que oui, et je pense que le second tour des élections législatives a montré, en partie, quand même, que la dédiabolisation, enfin, et le front républicain, enfin, était achevé. Vous pensez qu'il y a une voie institutionnelle pour sauver la France ? Je ne crois qu'à elle. Je sais que c'est pas
toujours populaire. Oui, l'ère des soulèvements, par exemple, J'y du crois sociologue Michel Lafayette, c'est pas une thèse que vous... J'y crois pas. Je crois à l'importance du champ culturel pour infuser sur le milieu politique, mais vous voyez, je reste assez traditionnel. Moi, je pense qu'effectivement, la solution, elle est politique, parce qu'en fait, la politique, c'est pour prendre le contrôle de l'État. Or, une partie de ce qui nous arrivait comme mal aujourd'hui, ça nous est arrivé par l'État. Alors, avec derrière des intérêts financiers, si vous voulez, mais c'est quand même l'État qui nous l'a imposé. Il n'a pas que le monopole de la violence légitime, l'État. Oui, justement, il a aussi un certain monopole de la légitimité. Et ça suppose de reprendre son contrôle. Je pense que nous pouvons reprendre le contrôle de l'État, oui, et ça suppose la voie électorale et la constitution d'une force politique de premier plan, et je pense que c'est possible. Après, on entre dans d'autres débats, la question de la souveraineté, etc. Et sur ces sujets-là, je vous ai dit, moi je pense qu'il faut adopter une position tactique. Une position tactique, ça ne veut pas dire une position où ce qui compte, c'est de se faire élire, et puis après, bonjour, je fais un petit peu, vous savez, comme en Grèce, Tsipras, et puis, bon, finalement, le social-libéralisme, ça passera très bien. Non. Alors, une question qui peut vous valoir, Pierre, beaucoup de problèmes. Allez-y. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui des moyens légaux pour démettre Macron? Le peuple peut-il forcer les élus à déclencher l'article 68 de la Constitution? Non, on ne peut pas déclencher l'article 68 de la Constitution, ça ne passera. C'est la Cour de justice de la République, si je ne dis pas de bêtises. J'espère pas me planter, mais en l'occurrence, c'est elle qui peut destituer le président de la République. Cette destitution du président de la République, je ne la vois pas arriver. Donc encore une fois, ce que je vous dis, c'est le droit, c'est de la politique en action. Et je pense que jamais le droit et jamais les juges, surtout si on parle de la Cour de justice de la République, c'est un sujet que je connais un petit peu, elle est composée majoritairement de politiques. Il n'y a qu'un seul magistrat authentique, c'est-à-dire qui n'est pas faisant partie moitié du Sénat, moitié de l'Assemblée nationale. Donc non, je suis désolé de répondre aussi directement à cet auditeur téléspectateur, mais non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Hein. Je suis désolé, les juges ne sont pas avec nous, le droit n'est pas avec nous. La seule chose qui est avec nous, c'est le peuple. Et il faudra d'ailleurs que le peuple reste avec nous demain si un pouvoir authentiquement national arrive aux responsabilités. C'est bien ce que nous a montré Donald Trump. Il ne suffit pas d'arriver au pouvoir, il ne suffit pas de prendre le pouvoir. Il faut le conserver. Conserver, ça veut pas dire une dictature, ça veut dire l'exercer. Donald Trump, il a passé son temps à batailler avec l'administration, plus qu'à diriger. Ça doit nous interroger. Une question sur la religion et la morale. Pensez-vous que la religion et la morale nous permettront-elles de nous émanciper en partie du droit? Et je la compléterai par une question personnelle. Est-ce que vous estimez qu'il y a une part spirituelle dans la crise que nous traversons? Est-ce que la spiritualité participe d'ailleurs de votre engagement politique? Spiritualité au sens large, genre pas forcément religieux. C'est une question compliquée, et je vais essayer d'y mettre le développement qu'il faut. Pour répondre d'abord à votre question, je pense que et en même temps celle qui a été posée, je pense que sur la question de la spiritualité, elle apparaît comme un remède nécessaire, parce qu'en fait, ce dont nous crevons aujourd'hui, et ce qui fait notre affaissement moral, je l'ai dit, justement, c'est notre aveuglement matérialiste. C'est de penser que nous allons pouvoir combler nos désirs, enfin notre bonheur se fera à travers la voie matérielle, d'accord, à travers cette satisfaction matérielle. Or je pense que c'est une impasse, là-dessus c'est toute l'histoire de la philosophie. Donc bien sûr, est-ce que c'est le rôle de la politique? Pas dans les actes, mais dans les discours. Oui, dans les discours, oui, effectivement, dans les discours, il y a des politiques, et là-dessus les meilleurs justement c'était plutôt ceux de gauche. Les discours de Jaurès là-dessus, il faut les relire. C'est des discours qui sont empreints d'un mysticisme incroyable. Le nombre de fois où cet homme utilise le mot absolu, il n'utilise pas beaucoup l'expression Dieu, je crois, mais absolu. Laïque. Oui, bah justement, oui, la nature ayant horreur du vide, on a remplacé la laïcité par une foi républicaine, justement, c'est un terme assez amusant, c'est un pléonasme. Pardon, c'est pas un pléonasme, c'est un oxymore. Donc, mieux qu'un pléonasme. Donc oui, évidemment, la spiritualité dans le monde matérialiste que nous traversons, qui est un monde qu'il faut bien comprendre, en fait, et c'est là où je reviens toujours contre les libéraux, toujours contre, c'est un monde où on met en avant la neutralité axiologique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la loi du contrat, et parce que vous êtes consentant, si vous êtes consentant, c'est bon. Oui, par exemple, mariage pour tous, en quoi ça vous enlève un droit? C'était le meilleur argument. Là-dessus, c'était génial. D'ailleurs, c'est là-dessus que les gens de la Manif pour tous, qui étaient
au départ plutôt des bourgeois, donc plutôt des libéraux conservateurs, ils étaient embêtés, parce qu'en fait, c'est un argument libéral qu'on avance. Qu'est-ce que ça vous enlève comme droit ? En fait, derrière, il n'y a pas que vos droits individuels. Et voyez, on en revient à mes sujets juridiques. Il y a aussi le bien commun. Il y a aussi les droits collectifs. Vous voyez, demain, le contrat sur la GPA, qui fait qu'on pourra acheter un enfant en Inde ou en Ukraine, comme on peut déjà le faire d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous enlève comme droit? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, ça m'atteint sensiblement quand même un peu. Voilà. Oui, mais toi, bah, tu gardes ta morale à toi. Et là, on comprend le bout du bout. Ce discours-là, ce discours libéral, c'est le discours de la neutralisation axiologique, de la neutralisation de la morale. Alors l'inverse, c'est pas l'Inquisition, si j'ose cette caricature, mais effectivement, c'est au moins de ne plus mettre au centre de tout ces questions de neutralité, la question du contrat, et surtout les intérêts matériels. Ce ne sont pas les intérêts matériels qui doivent faire primer le monde. Voilà. Maintenant, effectivement, sur la question de la religion, je ne sais pas si je reprends exactement la question de la personne. Je sais pas. Je pense qu'il y a un retour de la religion qui se fait beaucoup dans l'islam, d'ailleurs, naturellement aussi, parce que le matérialisme ambiant n'est pas suffisant pour l'âme. L'âme ne peut rester qu'asséchée face à toute l'abondance matérielle qu'on a aujourd'hui et qu'on n'a jamais eue si on compare au XIXe siècle. L'âme est particulièrement insatisfaite. Et donc, du coup, c'est logique que la religion revienne. Mais ça, c'est quelque chose qui nous concerne individuellement. Moi, je parle plutôt en politique, entre guillemets. C'est pas le rôle de la politique là-dessus, je pense. Bien, c'est sur ces réflexions métaphysiques que nous allons clore cette émission. Merci beaucoup, Pierre Gentillet, d'avoir été parmi nous ce soir avec le Cercle Aristote. Vous avez été très nombreux et je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance, comme je l'ai dit à l'équipe qui m'entoure pour préparer cette émission. Charles, notre réalisateur, Jacques, Quentin, Jean, les deux David, Sinclair, Pierre-Yves Rougeron, évidemment, que je salue. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Elle sera rediffusée très prochainement sur YouTube. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Telle est la question.